je déclare ouverte cette session du conseil municipal de Marsanne du jeudi 23 juillet 2020. Je nomme pour secrétaire, si tout le monde est d'accord, la Benjamin de l'Assemblée, Madame Amandine Berck, qui va nous lire l'ordre du jour. Alors, 1. Appel nominal des conseillers municipaux pour noter les présents, les excusés, les absents et les délégations de vote. En 2. Approbation du procès-verbal de la séance du 10 juillet 2020. En 3. Désignation des membres de la liste préalable de la commission communale des impôts directs. En 4. Présentation et vote du budget primitif de l'année 2020. En 5. Point sur le conseil communautaire de Montélimar Agglomération du 16 juillet 2020. Très bien, merci. Donc nous allons commencer par le point 1, l'appel des conseillers municipaux. Alors, Lager Damien. Présent. Porte Bernadette. Présente. Polnard Stéphane. Absent excusé. Avec une procuration à M. Fabrice Nocera. Urlacher Yolande. Absente excusée. Avec une procuration à Madame Pascaline Frédier. Nocera Fabrice. Présent. Petit Pierre. Absent excusé. Avec une procuration à Madame Bernadette Porte. Vivier Muriel. Présente. Gresley Sophie. Présente. Frédier Pascaline. Présente. Comte Raphaël. Présent. Reynaud Yann. Présent. Bert Amandine présente. Chambol Philippe. Présent. Hugon Frédéric. Présente. Et Henri Jean-Christophe. Présent. Merci. Juste pour information, il y a actuellement une coupure d'eau, c'est pour ça que M. Polnard n'est pas là. Il est en train de rechercher la fuite, il y a une fuite sur un des réservoirs et il est en train de chercher avec M. Santana, qui partage son temps entre le feu qu'il y a eu ce matin chez M. Vidil et la fuite qui nous est arrivée autour de 19h. Voilà. Donc il y a un point au Romarin qui n'a pas d'eau et un point apparemment à la maison de Rantac qui n'a pas d'eau. Donc on est en train de chercher la fuite. D'où son absence. Je vous prie de l'excuser. Point suivant de l'ordre du jour, l'approbation du procès-verbal de la séance du 10 juillet 2020 qui était affiché en façade de mairie à partir du 12 juillet, sur le site internet à partir du 12 juillet que vous avez reçu après avec la convocation juste après. Est-ce qu'il y a des observations sur ce procès-verbal? Donc je vais le soumettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc le procès-verbal est adopté à l'unanimité. Point numéro 3 de l'ordre du jour. Désignation des membres de la liste préalable à la commission communale des impôts directs. Donc je laisse la parole à M. Fabrice Nocera, adjoint en charge des finances. Alors, donc avant de vous présenter l'objet de la délibération, je vais juste vous expliquer déjà ce que c'est le CCID, parce que tout le monde ne le sait pas. Donc conformément au premier article de l'article 1650 du Code général des impôts, une commission communale des impôts directs, donc appelée CCID, doit être instituée dans chaque commune. Cette commission est composée du maire ou d'un adjoint délégué qui est président de la commission et de 6 commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants si la population de la commune est inférieure à 2000 habitants, ce qui est le cas pour la commune de Marsanne. Cette commission tient une place centrale dans la fiscalité directe locale. Pourquoi ? Elle a notamment pour rôle majeur de donner chaque année son avis sur les modifications d'évaluation ou de nouvelles évaluations des locaux d'habitation recensés par l'administration fiscale. Donc elle se réunit annuellement. Son rôle est consultatif. Donc en cas de désaccord entre l'administration et la commission, ou lorsque celle-ci refuse de présenter son concours, les évaluations sont arrêtées par l'administration fiscale. Donc, afin de mettre à jour les bases d'imposition des taxes locales, les services fiscaux opèrent un suivi permanent des changements relatifs aux propriétés non bâties et aux propriétés bâties de chaque commune, qu'il s'agisse des constructions nouvelles, des démolitions, des additions de construction, des changements d'affectation, voire des rénovations conséquentes. Donc c'est là où peut intervenir justement la commission CCI. Alors, point important, l'administration fiscale peut participer à la réunion de la CCID. J'ai 6 ans d'expérience, ça n'est jamais arrivé, mais ça peut se produire, car ce n'est ni obligatoire ni systématique. Voilà. Et point important, donc là je vous ai affiché la liste, je vais vous la dire à l'oral. L'ordre des personnes indiquées sur la liste n'a qu'une valeur indicative. Il ne préjuge pas des personnes qui seront désignées commissaires titulaires ou suppléants par le directeur départemental ou régional des finances publiques. Donc ce n'est pas la commune. On propose une liste et après les impôts choisissent.
Donc, hop, je vais vous lire la délibération. Donc, désignation, l'objet, c'est désignation des membres de la liste préalable de la commission communale des impôts directs. Donc, M. Fabrice Nocera, adjoint au maire en charge des finances, rappelle que l'article 1650 du Code général des impôts institue une commission communale des impôts directs. Donc, dans chaque commune, à l'issue de chaque élection municipale. Cette commission est composée, je vous rappelle, du maire ou d'un adjoint délégué président de la commission et de 6 commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants si la population de la commune est inférieure à 2000 habitants. La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle du mandat du conseil municipal, soit 6 ans. La nomination des commissaires par le directeur des services fiscaux se fait sur présentation d'une liste définie par le conseil municipal. Donc, après concertation, ce que je vous propose, c'est que le conseil municipal décide, donc à la majorité des membres présents et représentés, de proposer les contribuables suivants à la Direction générale des finances publiques, DGFiP, pour composer la commission communale comme suit. Alors, je vais vous donner la liste des commissaires titulaires. Donc, Madame Nicole Darche, Monsieur Michel Hugon, Monsieur Jean Hugon, Monsieur Joël Méricault, Madame Monique Suppiot, Madame Nadine Muller, Madame Laurence Debos, Madame Christine Brunel, Madame Frédéric Hugon, Monsieur Hervé Canon, Madame Anne Védrenne. Pour les commissaires suppléants, Monsieur Jean-Claude Farjon, Monsieur Axel Van Exter, Monsieur Jean-Raymond Delahaye, Madame Janine Roche, Madame Virginie Dorgeville, Madame Colette Arnaud, Madame Laurence Maurice, Monsieur Sylvain Fumat, Monsieur Thierry Maumet, Monsieur Jean-Louis Ponviane et Madame Cyrielle Porte. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Henry. J'ai une question juste indicative, c'est comment vous avez choisi ces noms? Juste à titre indicatif pour savoir. Alors, on a... on va pas dire ces noms, on va dire ces personnes, pardon. Alors, ces personnes, alors il y en a certaines qui sont portées candidates. D'accord. Et nous, on a fait une recherche active depuis longtemps, parce que je ne vous cache pas que la commission n'est pas très sexy, je pense, pour les gens. Il n'y a pas beaucoup de monde qui veulent y participer, et notamment les anciens commissaires n'ont pas voulu... revenir. Ouais, il y en a quelques-uns qui ont dit oui, mais pas tous. Ouais. Donc voilà, c'est compliqué à trouver des personnes. Sachant donc on a cherché. Vous avez compris que dans les commissaires, ils vont choisir 6 de chaque. C'est nous qui choisissons. Non, c'est la DGFiP. C'est la DGFiP. Donc, c'est-à-dire que dans la liste, il n'y en aura que 6 de sélectionnés. Voilà, je cycle de 6 de 6 chaque côté. titulaires et 6 suppléants. Donc nous, on propose la liste. D'ailleurs, je vous remercie à Madame Hugon on vous a contacté un peu tard, je suis désolé, parce qu'on a vérifié les textes de loi. Donc c'est un peu ma faute, parce que moi je leur avais dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait des gens du conseil. Mais oui, au début ça m'a un peu choqué parce que je sais qu'il y a toujours des conseils municipaux dedans. Alors c'est pour ça que j'ai dit. Bah, la dernière fois, il n'y en avait pas. Ouais, la dernière fois c'était moi. On n'avait pas, parce qu'en fait, le texte j'étais un peu surprise. Voilà. dit que c'est le maire ou l'adjoint délégué qui prend la tête. Et du coup, voilà. Bon, donc, je trouve que c'est bien aussi que ce soit des gens à l'extérieur du conseil qui participent. Bien sûr. Oui, tout à fait. Déjà, j'en profite pour remercier les personnes qui sont portées candidates parce que voilà, c'est un engagement à prendre pendant 6 ans. Donc voilà, c'est pas simple, mais merci à ces personnes. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? J'ai encore une question, pardon. Monsieur J'ai entendu M. Maumet sur la liste, mais il remplace qui en fait? Parce que non, il a été rajouté en plus avec Madame Frédéric Hugon. Oui, il n'est pas non plus sur la liste. Sur Frédéric. Ça fait décider aujourd'hui. C'est pas le même tableau là que là. Ce matin. Donc il remplace Fonviane. Non, il est en plus. Il est en face de Frédéric. En fait, on a rajouté Madame Frédéric Hugon en candidate en titulaire et Monsieur Maumet en suppléant. Donc on a rajouté ces 2 personnes. D'accord, il y a 11 personnes. Voilà. Et dans idéalement, ils vont en prendre 6, mais c'est compliqué. Et dans les 11, ils vont en prendre 6. Okay. Est-ce qu'on peut passer au vote maintenant, messieurs, dames? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci pour ce point numéro 3. Nous allons passer au point suivant, qui est donc le point de présentation de vote du budget primitif pour l'année 2020. Avant de passer la parole à M. Fabrice Nocera, adjoint en finance, je voudrais juste vous préciser que, comme dans nombreuses communes en France, nous faisons donc un budget primitif alors que 7 mois de l'année se sont déjà écoulés, ce qui nous laisse quand même une latitude assez restreinte.
c'est ce que dans les plus autres communes on appelle un budget de transition. J'ai lu budget de transition dans la presse, j'ai lu année blanche dans la presse, donc je pense que les membres de la commission finance qui se sont quand même réunis entre élus au cours du mois de juillet ont quand même travaillé dessus, donc c'est des choses qui sont quand même assez réfléchies. Je vais laisser Fabrice expliquer tout ça, et en espérant que tout le monde a eu les documents de toute façon. J'ai envoyé les documents. Voilà, d'accord. Il y a eu une commission déjà. Il y a une commission le 7, donc en présence des commissaires. Oui, seulement les élus, puisqu'on n'a pas encore fait les commissions avec des extérieurs. Comme il fallait se dépêcher. On a attendu pourquoi on fait ça aujourd'hui, sachant que certaines communes ont déjà fait au mois de juin, parce qu'il nous semblait important de bien étudier le sujet avec Fabrice, pour que ça reste quand même un budget sur lequel on met notre patte quand même, que ce ne soit pas seulement un budget de l'ancienne municipalité. Voilà, à vous, monsieur Nocera. Donc voilà, avant de vous présenter les délibérations, on vous a préparé avec Laure une présentation, et ça fait suite au travail justement de la commission finance. Est-ce que vous voulez que les gens posent des questions au fur et à mesure ou à la fin? Comme ça, moi, c'est clair. Au fur et à mesure, il n'y a pas de... Au fur et à mesure. J'ai mis les questions... Est-ce que ce document-là, on peut le mettre à disposition? Après, il sera mis à disposition. On le mettra potentiellement amendé suite au conseil. À disposition sur le site internet. Oui, tout à fait. Non, la présentation sera mise à disposition, potentiellement amendée par les différents commentaires des membres du conseil municipal. Alors, le sommaire. Donc, on va commencer. Je vais faire, étant donné il y a beaucoup de nouveaux conseillers autour de la table, j'ai voulu faire un rappel de notions de finances publiques. Je pense que c'est important pour comprendre ce qu'on va présenter par la suite. Après, on rentre vraiment dans le détail. Donc, le budget primitif 2020, on est sur un budget, le budget général qui est la M14, avec les deux budgets annexes qui sont la M49 pour l'eau et la M4 pour le photovoltaïque. J'ai indiqué les questions en fin. Je pense qu'après, ça peut faire. Si c'est fluide, on peut le faire. Si je vois qu'après, on prend beaucoup de temps, peut-être que ça sera sur la fin, mais on s'adaptera. Et après, on passera au vote avec les délibérations. Donc, voilà, quelques notions de finances publiques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux sections qui constituent l'équilibre budgétaire. Donc, vous avez d'un côté les recettes et les dépenses, et d'abord la section de fonctionnement qui est sur la partie haute, vous voyez, du schéma. J'ai essayé de faire quelque chose de schématique pour mieux comprendre le fonctionnement. Et vous avez la section d'investissement. Donc, qu'est-ce que la section de fonctionnement? Donc, la section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion courante des services de la collectivité, donc de la commune. L'excédent de recettes par rapport aux dépenses dégagées par cette section est appelé, comme vous pouvez voir, l'épargne brute. Elle est utilisée en priorité au remboursement du capital emprunté par la commune, le surplus constituant l'épargne nette qui permettra d'alimenter le financement des investissements prévus par la commune. La section d'investissement présente les programmes d'investissement nouveaux ou en cours. Ces dépenses sont financées par les ressources permanentes de la commune, par des dotations et subventions et éventuellement par de la souscription d'emprunts. La section d'investissement est par définition celle qui a vocation à modifier ou enrichir le patrimoine de la commune. Donc là, je vous ai rappelé les différentes échéances que nous allons voir tous les ans, en sachant que la première est un peu bousculée par ce que nous avons malheureusement connu dans le pays, c'est-à-dire prévoir. Donc c'est le budget primitif. Logiquement, le budget primitif doit être validé avant le 15 avril de chaque année. Par rapport à ce budget primitif, parce que ce qu'il faut savoir, c'est un prévisionnel. On prévoit des recettes et des dépenses. Il se peut qu'il y ait des décalages, des erreurs qui sont faites, parce qu'il y a des choses, il y a des impondérables. Donc c'est ce qu'on appelle corriger. Donc ça fait l'objet de décisions modificatives. Donc on pourra voir ça courant de l'année avant les comptes administratifs. Donc c'est ce que je vous ai mis au cours de l'exercice entre le 1er janvier et le 31 décembre, ce qui est une année complète. Rendre compte, donc ça c'est la présentation des comptes administratifs. Donc elle doit intervenir absolument avant le 30 juin de l'année N+1. Généralement on fait, parce qu'on attend les différents chiffres qui passent sur le mois de décembre, on fait janvier, février, généralement au mois de février c'est fait, c'est finalisé. Et après ça, on affecte le résultat
Donc dès que le résultat de l'exercice précédent est connu, on peut faire les affectations de résultats. Donc c'est des choses qui généralement qui font suite dans le même conseil municipal après des comptes administratifs, la présentation des comptes administratifs. Je vous ai mis quelques notions, donc un glossaire, hein. Donc c'est des choses qu'on va voir par la suite, donc ça vous permet de mieux comprendre hein, quels sont ces types d'opérations. Donc notamment, c'est quelque chose qui n'est pas très parlant, des opérations d'ordre de transfert entre sections. Donc c'est contrairement aux opérations, on va dire réelles, hein, comptables, qui se traduisent par des encaissements ou des décaissements effectifs hein, sur le budget. Les opérations d'ordre budgétaire correspondent à des jeux d'écriture sans flux financier réel et doivent par conséquent toujours être équilibrés en dépenses et en recettes. Donc c'est ce que nous allons voir comme fonctionnement. Après, on va rentrer dans le détail. Donc qu'est-ce qu'il peut y avoir en opération entre sections? Donc les dotations aux amortissements, je vous l'ai mis en gras. Pourquoi? Parce que c'est des choses qu'on voit le plus. Tout simplement, il y a les dotations aux provisions, la reprise des subventions d'investissement au compte de résultat, les travaux en régie et les transferts de charges. Donc, pour rappel, qu'est-ce que c'est des dotations d'amortissement? C'est un terme comptable qui désigne la prise en compte sur le plan comptable de la détérioration, donc d'une usure au fil du temps de la plupart des immobilisations. Donc par exemple, une voiture, vous savez qu'à un certain nombre d'années, elle baisse, hein, elle s'use au fur et à mesure, donc généralement on est sur un amortissement pendant, on va dire, 5 ans, comme ceux du matériel informatique qui peut être très court, sur du 12, 24, voire 36 mois maximum. La dotation aux amortissements traduit notamment, voilà, c'est ce que dit la dépréciation des biens, donc vous avez une valorisation au départ actif qui diminue au fur et à mesure. Les fonds de péréquation. Donc le fonds de péréquation est un système de transfert d'impôts entre les administrations publiques à échelle plus ou moins locale. En fait, quel est le but de ce système? C'est de rétablir les différences de richesse entre les régions et par exemple de permettre à certains services publics locaux de fonctionner. Donc c'est des choses où toutes les communes participent à une péréquation et on retouche à une certaine échelle des fonds de péréquation. Donc vous avez les écritures sur les deux côtés. Le SDED, donc ça vous allez avoir cette information, on en a déjà parlé puisqu'on a fait des travaux hein, sur les précédents conseils, on a présenté des choses. Donc le SDED, c'est le service public des énergies de la Drôme. C'est un établissement public de coopération intercommunale français regroupant toutes les communes du département de la Drôme. Donc quelles sont ses compétences? Donc distribution d'électricité et du gaz, éclairage public et développement des énergies renouvelables. Vous avez également la FCTVA, donc ça on va le retrouver dans les recettes d'investissement. Donc c'est le fonds de compensation pour la TVA. Donc c'est un prélèvement sur les recettes de l'État qui constitue la principale aide de l'État aux collectivités territoriales en matière d'investissement. Donc c'est une dotation versée aux collectivités territoriales et à leurs groupements destinée à assurer une compensation à un taux forfaitaire qui est calculé en fonction de la commune de la charge de TVA qu'ils supportent sur leurs dépenses réelles d'investissement. Donc ça, cette ligne-là, vous la voyez toujours dans les recettes d'investissement sur la M14, la M49 et la M4. Donc on va le retrouver plus tard. J'ai une question. Bien sûr. SDED, j'ai bien compris ce que c'était, mais je ne vois pas pourquoi ça apparaît dans un budget d'une commune. Tout simplement parce qu'on paye une cotisation annuelle et la ligne, vous allez la retrouver dans le budget que je vais vous présenter. En fait, la commune paye tous les ans. Tout à fait. D'accord, mais par contre, c'est le montant fixe ou c'est variable? Ça peut évoluer dans le temps, mais généralement, là, ces derniers temps, ça part bouger. Je pense qu'on était sur... Ouais, et là, on était sur combien l'année dernière? Ouais, enfin, je veux juste comprendre. 16 000 plus 7, ouais, c'est bon. Donc, mais vous avez une cotisation, et après, par contre, eux prennent en charge des travaux, comme on a vu, notre éclairage public, etc. Voilà. En fait, on externalise une compétence particulière au SDED qui est beaucoup plus intéressante en termes d'expertise. Merci. Je peux prendre la parole 3 minutes. Est-ce que, Denis Franchini, est-ce que tu pourrais aller filer un coup de main à Michel Hugon et Stéphane Polnard? Parce qu'apparemment, ils ont besoin de toi, de tes connaissances. Je suis vraiment désolé d'interrompre comme ça, mais comme c'est un cas d'urgence, puisqu'en fait, on est en train de perdre pas mal d'eau, là. Et ils sont au réservoir d'Aigrebouille vers chez Brun. C'est chez Aigrebouille? Ouais. Tu as le numéro de portable de Stéphane Polnard? Non, mais ils sont par là-bas. Oui, ils sont là. C'est le feu, ils ont tiré sur le réseau? Non, enfin, j'y étais, moi, jusqu'à 6h du matin, ils ont tiré sur le réseau, et après, on s'est mis sur le drone. Donc, il y a eu très souvent des fuites après un incendie. Très souvent. Voilà, je suis désolé, mais du coup, ils me demandent si tu peux les aider. Merci. Merci beaucoup. Désolé d'avoir interrompu, mais comme c'est un cas d'urgence. Pas de souci. On s'adapte. Voilà. Merci, monsieur le maire. Alors, on continue.
Donc sur la section de fonctionnement, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc les recettes de fonctionnement, je vous ai mis quelques exemples. Donc c'est le plus gros, c'est les impôts locaux, hein, donc c'est la taxe foncière bâtie et non bâtie et la taxe d'habitation. Vous avez les dotations de l'État, donc y compris le fonds de péréquation dont on a parlé tout à l'heure, et après d'autres recettes. Sur les dépenses de fonctionnement, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc le plus gros, les frais de personnel, donc c'est salaire plus charges. Les dépenses d'intervention, donc ça c'est l'ensemble des services qui sont offerts aux citoyens, aux Marsanais. Il y a des achats et des charges intermédiaires, donc c'est généralement c'est paiement aux fournisseurs. Et la charge de la dette, donc c'est les intérêts versés aux organismes financiers. On va rentrer dans le détail, je rappelle, par exemple, une mensualité se divise en deux parties. Vous avez une partie capitale et une partie intérêt. Donc la partie intérêt se retrouve dans les dépenses de fonctionnement et la partie capitale se retrouve dans les dépenses d'investissement. Donc on va voir cette gymnastique un peu plus tard. Sur la section d'investissement, donc on retrouve les recettes d'investissement, dont la FCTVA dont on a parlé tout à l'heure, les subventions reçues. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, nous on recherche le maximum de subventions. Là, donc on travaille dessus pour notamment Saint-Félix, qui sont une aide appréciable pour permettre à la commune de faire des investissements parfois importants. Et c'est des parts qui peuvent être très importantes d'investissement, 70-80% d'un investissement global. Donc c'est des choses, c'est un travail qui est assez important, il ne faut pas se le cacher, mais c'est très important pour nous permettre de faire des investissements. Et vous avez la possibilité, évidemment, de souscrire des nouveaux emprunts. Donc la ligne se retrouve dans les recettes d'investissement s'il y a la souscription d'emprunts potentiels. Et le côté dépenses d'investissement, c'est les investissements nouveaux. Et le important qu'on retrouve systématiquement tous les ans, donc c'est le remboursement du capital de la dette. Donc c'est la partie en fait capitale. Donc les intérêts, on en a parlé, là c'est vraiment que capital. Donc on rembourse pour les organismes financiers et aujourd'hui on a des encours actuellement avec les épargnes Crédit Agricole. Donc on va passer sur la présentation du budget primitif de 2020. Donc voilà, je remercie une nouvelle fois les personnes de la commission Finances qui ont activement participé sur l'élaboration de ce budget. On a passé 2h30 voire 3 heures en commission, donc c'est quand même assez long, c'est assez fastidieux, surtout pour le premier, mais bon, après il y a un effort de formation, je pense que pour tout le monde. La commission finance a eu lieu le 7 juillet 2020. Donc ça a permis de vous proposer aujourd'hui la préparation d'un budget primitif. Donc je vous ai mis un code couleur, je pense que je vais le garder, ça permettra de mieux identifier les différents budgets. Donc vous avez le budget général, qui est vraiment le budget principal de la commune, et vous avez les deux budgets annexes qui sont spécifiques à certains services. Donc je vous ai mis l'intitulé exact pour être précis, mais on va l'appeler couramment eau ou photovoltaïque, je pense que ça sera plus simple. Donc par exemple la M49 c'est service public d'assainissement et de distribution d'eau potable, c'est une norme comptable. Et le M4 c'est service public d'eau à caractère industriel et commercial, là pour le coup c'est commercial, parce qu'on vend une production photovoltaïque, donc on vend de l'énergie. Donc ça là est spécifique au photovoltaïque. Je vous rappelle. Oui, je t'en prie. Non, je vous en prie. Petite question, j'ai bien compris qu'il y avait un budget général et je voudrais savoir pourquoi vous ressortez deux budgets spécifiques qui sont l'eau et le photovoltaïque, et pourquoi pas par exemple l'éolien qui doit faire partie aussi des recettes de la commune. Il n'y a pas de l'eau, l'éolien, mais c'est un loyer ça. On n'a aucune gestion sur l'éolien. La seule chose qui nous lie à l'éolien, et ce qui est très bien, c'est deux revenus. Occupation du domaine public. Okay. Donc on a un loyer, je crois, de 37 ou 38 000 euros, j'ai plus les chiffres exacts. Et vous avez un reversement d'une taxe IFER. Donc il y a une convention adhérée avec l'agglomération qui s'engage à nous reverser 50% de la taxe IFER. Normalement, ça aurait dû être 0. Donc il y a une négociation qui avait été faite au tout départ, donc qui est très bénéfique pour la commune. Donc si vous voulez, on a 70 000 euros qui sont versés en taxe IFER, 35 pour l'agglo, 35 pour nous. Donc au total, on a un peu plus de 70 000 euros de revenus qui est enregistré sur la M14 au niveau du budget. Ok, alors pourquoi on ressort M49 et M4? C'est la question. En fait, c'est des budgets annexes, c'est une obligation comptable. Donc on n'a pas le choix. Ces services, notamment l'eau, doivent faire l'objet d'un budget spécifique. Ça reste un budget annexe, parce que c'est forcément lié à un budget général dans tous les cas. Mais on est obligé de le sortir et de faire un budget spécifique pour l'eau depuis plusieurs années. Et pour la MK, c'est une obligation également comptable. C'est imposé. D'accord. On n'a pas tout sur... à l'époque, il y a très longtemps, c'était le cas. Moi, je n'ai jamais connu, mais il y avait un budget, mais il y a très, très, très longtemps. Donc, moi, j'ai toujours connu ce fonctionnement-là. Dans tous les cas, c'est une obligation. C'est pas un choix de la commune. Ok, merci.
Et bien on va rentrer dans le détail. Donc budget général, donc la M14. Alors, je vous ai mis, donc on va commencer par les dépenses. Donc c'est une question simple sur laquelle il faut répondre, c'est où va l'argent dépensé. Donc il y a plusieurs types de dépenses de fonctionnement. Je vous rappelle, il y a les chapitres, ce que vous avez en ligne avec les triangles, c'est le chapitre, et après on rentre dans le détail avec des articles les plus importants, les plus représentatifs. Donc par exemple sur les charges de caractère général, on est à 298 400 €, donc dont électricité 28 000, entretien des bâtiments publics 20 000 €, voirie 18 000, donc entretien de voirie, et fêtes et cérémonies 13 000 € et la bibliothèque 2 400 €. Donc par exemple la bibliothèque, on a subi une hausse des dépenses. Pourquoi? Parce que c'est maintenant lié à la médiathèque. Donc en fait le prix par habitant a été rehaussé. Donc on s'est adapté justement à cette hausse. C'est la première fois qu'on fait ça sur le budget. Les charges de personnel, donc ça c'est quand même une grosse partie. Donc ça représente 413 878 €. Je vous ai mis en information qu'il y a un agent titulaire de plus qui est M. Santana, donc qui a été embauché au mois de mars, notamment pour son expertise sur les réseaux d'eau. Avant, il était sur la commune d'Allan, il était responsable du service d'eau. 42 854 d'activation de produits, que je vous ai mis entre parenthèses pour que ça soit plus parlant. Donc ça c'est le périscolaire, donc c'est avec l'aglo et la péréquation. Autre charge de gestion courante, donc 139 728 €. Donc là on a certaines baisses sur des lignes, notamment l'indemnité des élus, suite au vote du conseil municipal, les indemnités ont légèrement baissé. Donc là il y a le service incendie, le SDED dont on parlait tout à l'heure, l'OGEC Jeanne d'Arc, tout simplement c'est une subvention qui est versée à l'école privée, donc c'est calculé en fonction du nombre d'élèves à résidence sur Marsanne. Donc vous avez un montant qui est donné en fonction du nombre d'élèves et par élève. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ça? Parce que c'est un point qui avait été soulevé. Alors pour moi ça me paraît clair. Juste, j'aurais une petite précision par rapport à Jeanne d'Arc. Par exemple, les élèves qui viennent des communes aux alentours, elles participent ou pas du tout? Alors la commune ne participe pas. Ils ont une convention, ils sont censés avoir une convention, après nous on n'est pas dans leurs affaires, mais ils sont censés avoir une convention avec l'ensemble des communes du coin, justement pour que les communes dont ils sont résidents participent à la même hauteur que nous. Généralement il y a un calcul qui est fait d'un montant. La loi, en fait, pour schématiser, parce que je m'en suis occupé justement pour voir si on était dans les clous, c'est-à-dire que tu dois la commune doit traiter à égalité tout petit Marsanais, qu'il soit à l'école publique ou à l'école privée. En fait, c'est ça la loi, pour schématiser. C'est normal. Voilà. Donc, ce qui veut dire que là, c'est un travail qu'on est en train de faire avec Fabrice, on doit calculer combien, entre guillemets, coûte un enfant à l'école publique de Marsanne, donc à la commune de Marsanne, et on doit reverser le même montant pour un enfant marsanais qui est à l'école privée. Voilà. Mais pas un autre enfant qui viendrait d'une autre commune. Oui, je comprends. Voilà. Et les autres communes, normalement, doivent faire la même chose. Maintenant, je pense qu'ils le font pour l'école Jeanne d'Arc. Il me semble qu'il y a beaucoup de laxisme sur l'école publique. Il faudra quand même vérifier ça. Ouais. Après, c'est public ou privé? Public. C'est-à-dire qu'ils doivent également donner un petit enfant, un petit Cléonais, par exemple, qui est scolarisé à Marsanne, le mairie de Cléon doit donner quelque chose à la mairie de Marsanne. Parce que nous, on donne un peu aux Cléonais. Ben, si on a des enfants à Cléon, oui, en primaire. Okay. Voilà, donc enfin bon, c'est des choses comme ça qu'il faudra regarder. On continue. Donc là, vous avez la partie charge financière, donc c'est les intérêts des emprunts. On est sur un montant de 56 400 €. On a prévu des charges exceptionnelles, on ne sait jamais. On prévoit toujours plus en dépenses pour justement pour prévoir un peu c'est la partie inconnue. Oui. Qu'est-ce que ça peut être éventuellement? Ben justement, on ne sait pas. On ne sait pas parce que si en fait on identifie quelque chose en particulier, on le met sur le bon article. Et là, les charges exceptionnelles, voilà. Non, parce que là, on est sur l'objet général. Non, c'est des mandats annulés, ouais. Là, je pense par exemple, si des choses qu'on change un ordinateur. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer dedans. C'est vraiment une ligne qui permet d'absorber les ordinateurs du secrétariat. Voilà, c'est quoi tu dis? En fait, ma question, c'était parce que 7 000 €, c'est peu et c'est beaucoup. Oui. Selon ce qu'on peut avoir à changer. Généralement, on n'hésite pas à mettre un peu plus.
c'est ce qu'il faut se dire, hein, sur un budget primitif, il vaut mieux compter plus de charges. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Ouais. C'est là-dessus où je voulais... Ouais, non, bien sûr. Nous, c'est ce qu'on fait, on gonfle un peu les charges, justement, pour éviter d'être bloqué. Parce que, après, dès qu'il y a une erreur, on est obligé de faire une DM1. Donc, on peut en voir, hein, parce que pour des problèmes de centimes, des choses comme ça, en fait, c'est par chapitre. Hein. Si vous dépassez les 298 400, c'est les bases communicantes. Il va falloir qu'on trouve quelque chose dans un autre chapitre pour reverser sur le chapitre où il manque. Hein. Donc, on essaye de prévoir au mieux. Après, ça reste du prévisionnel. Malheureusement, on n'est pas devin. C'est pour ça que je on fait au mieux. C'est peu ou c'est beaucoup, quoi, le problème. J'espère que ça sera pas utilisé. Ouais. Parce que ça fera 7 000 € en plus. Comme après, en excédent. Oui, 1,40 € au cas où on a un timbre à acheter en plus dans l'année. Donc il y a des opérations d'ordre entre sections, donc c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure, donc ça c'est lié aux amortissements, donc pour 1 180 €, et dépenses imprévues de fonctionnement, donc ça c'est un petit arrondi, on a fait 1,40 €. Je vous rappelle qu'il y a un équilibre parfait entre dépenses et recettes. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut voir également, c'est qu'on est, je vous ai parlé tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez du schéma, la partie excédentaire, ce qu'on appelle l'épargne brute, qui est reversée sur l'investissement et qui constitue la capacité d'autofinancement, on est sur un montant de 169 540 €. Donc on est sur un total de dépenses de fonctionnement pour 2020 de 1 128 982 €. Les recettes de fonctionnement. Donc la question est simple, hein, c'est d'où vient l'argent perçu. Donc en recette de fonctionnement, on va retrouver 70 000 € d'accumulation de charges, dont un reversement des charges de personnel de la M49. Donc en fait, la M49, le budget lot, nous reverse une compensation financière, tout simplement, pour l'action, par exemple, de M. Santana, de l'ordre sur le traitement administratif, etc. Donc là, il va nous reverser 60 000 € sur cette année. Et on a des indemnités journalières, hein, donc ça on a une assurance en cas d'absence d'agent. Donc il y a un délai sur lequel on n'est pas remboursé, mais à partir d'un certain délai, on est remboursé. Donc ça, c'est ce qu'on prévoit par rapport aux absences qu'il y a eu, c'est une moyenne, c'est un calcul qu'on fait. Monsieur Chambal. J'ai une question là, justement sur le remboursement des 60 000 € pour le service de l'eau. Oui. Mais M. Santana, il ne fait pas que le service de l'eau, donc il est employé communal. Il n'y a pas que M. Santana. Hein. Vous avez l'OR à côté qui a une action administrative, hein, sur la gestion de l'eau. Donc il y a une gestion importante administrative. Donc il y a une partie du travail de M. Santana et d'autres agents. Hein, parce que d'autres agents, notamment sur la collecte des informations des compteurs. Il y a été relevé, il y a les relevés, etc. En fait, là, c'est vraiment, nous, on a vraiment un ensemble d'une gestion, hein, que ce soit technique ou administrative, qu'on estime à ce montant-là et qui sera versé par le budget de l'eau. Mais c'est juste en fait une estimation. Ah, mais de toute façon, dites-vous une chose, le budget primitif, c'est des estimations. Donc effectivement, c'est une estimation. Mais de toute façon, en fin d'année, je pense que ça va être aussi difficile de dire il a travaillé tant d'heures pour l'eau. Oui. Ouais. Donc, après, c'est un suivi, c'est un pilotage il faut vraiment être prégnant. On a mis plein de choses en place, hein, plein de suivi, de pilotage, etc. Mais effectivement, on n'aura jamais au centime près. Enfin, c'est une estimation. C'est une estimation du temps passé. On a quand même un réseau d'eau important. Hein. Il y a quand même un travail qui finalement, on voit peu, hein, à part aujourd'hui, parce qu'il y a une urgence sur une canalisation. Mais c'est une gestion qui est quand même déjà quotidienne, ça c'est clair, et de voir par plusieurs agents. Mais c'est des choses qu'on voit peu. Le travail qui a effectué, attention. Donc on a un réseau qui est performant, mais qui demande justement un entretien pour éviter une détérioration du réseau, ça c'est clair. Donc voilà, c'est une estimation, mais on estime qu'il y a des charges à hauteur de 60 000 €. Voilà. Indemnité journalière, donc pour 10 000 €, on a compté 136 540 € de produits et services, dont irrigation. Donc là, on est sur de la vente de l'eau du Rhône, hein. C'est pas pour la partie eau potable, mais la partie eau du Rhône, donc 15 000 €. Occupation du domaine public, 45 000, donc le plus gros c'est les éoliennes, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On est sur 36 ou 37 000 € sur la partie reversée périodique. Reversement périscolaire et cantine 30 000. Coupe de bois, donc affouage plus coupe de bois professionnelle, hein, il n'y a pas que ça. On est à 25 000 €, on a prévu 25 000 € sur cette année. Pour les impôts et taxes, on est à 595 602 €.
donc qui est réparti comme suit, donc taxe foncière et taxe d'habitation 520 000 euros, taxe sur les pylônes 35 602 euros, et autres versements de fiscalité dont éolienne, mais c'est la plus grosse partie, on est pratiquement sur 35 000 euros, on a 40 000 euros prévus. Donc je vous ai mis la répartition, je vous ai mis de façon schématique la répartition des différentes recettes. Donc là, vous pouvez voir l'équilibre, hein, donc total des recettes de fonctionnement pour 2020, on est sur 1 128 982 euros. Concernant la taxe d'habitation, on a la compensation pour le moment de l'État, puisqu'ils sont en train de... C'est en train de se mettre en place. Ouais. Il y a d'ailleurs des modifications qui seront faites, hein, parce qu'ils voulaient exonérer la totalité, mais il semblerait que les 20% restants ne vont pas être exonérés. Pas tout de suite, mais pas tout de suite, mais on ne sait pas quand. Donc, dans tous les cas, nous, on a un gros avantage là-dessus, c'est que sur les 6 dernières années, on n'a pas évolué sur les taux. Donc c'est simple, ils vont se baser sur, ils vont faire une moyenne hein, sur les années précédentes, et ils vont calculer un montant, un pourcentage donné. Donc nous, finalement, on aura peu ou prou ce qu'on touchait jusqu'à maintenant, parce qu'il n'y a eu aucune évolution, voire un peu plus en termes de taxes foncières, on va avoir plus de taxes foncières, mais on n'aura pas de grosse surprise là-dessus. Dans tous les cas, la compensation, on sera vigilant pour ne pas perdre, parce que déjà que les dotations baissent, je ne cache pas, au fur et à mesure des années, ça baisse, donc on sera extrêmement vigilant là-dessus. Nous, avec monsieur le maire, on a déjà eu un rendez-vous avec la direction générale des impôts. Donc on en a déjà discuté, et dans tous les cas, oui, c'est un sujet qui sera... Et ils nous ont fourni le prochain calendrier avec les montants, et on a pu s'apercevoir que les montants étaient comparables à ce qu'on avait aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je voulais avoir. Oui, si, ils nous ont confirmé, on leur avait demandé, et on fait un papier sur combien? Sur les 3 prochaines années, je crois. De toute façon, ce sera un montant qui va évoluer, hein, finalement. 2023, va disparaître. 2024, voilà, pour l'instant, ça ne bouge pas. Oui, parce que ça doit aller normalement une année après ce qui était prévu, puisque c'est prévu en 2023 la compensation totale, enfin l'abrogation totale de la taxe d'habitation, et normalement, initialement, c'était prévu une année de plus. Là, on va s'adapter, hein, je ne vous cache pas. Non, donc, on aura peut-être des lignes, vous verrez, sur les comptes administratifs qu'on va vous présenter en tout début d'année prochaine. On aura sûrement des différences, mais voilà, on va être par contre extrêmement vigilant là-dessus. Tac. Hop. Donc on continue sur les recettes de fonctionnement. Donc on parlait de dotation de l'État, c'est une bonne transition. Donc 180 337 euros, donc dont dotation forfaitaire 77 244. Là pour le coup on a déjà les montants, donc c'est précis, c'est à l'euro près. Donc là on n'aura pas de surprise parce que c'est des données qui nous sont communiquées par les impôts. Donc dotation solidarité rurale 78 931 euros, compensation d'exonération de taxes d'habitation 18 000 et compensation de la taxe foncière 8 000 euros. On a également d'autres produits en gestion courante, donc pour 139 353 euros, dont les revenus des immeubles, hein, donc ça c'est des locations de logement qui fait partie de l'actif de la commune, plus la location de salles. On est sur 90 000 euros, le plus gros étant la gendarmerie, le loyer de la gendarmerie. Et revenus des autres budgets, 49 000 euros, donc ça c'est la partie M4 photovoltaïque. C'est un reversement qui est fait, hein, parce que je vous rappelle, l'existence même de la M4 est simple, donc c'est l'installation photovoltaïque qui est sur les bâtiments techniques, les ateliers communaux. Le projet est entièrement autofinancé par cette production-là. Donc en fait, l'installation des panneaux, la construction du bâtiment et le prêt qui a servi pour ces deux est complètement autofinancé par les revenus qui sont faits par photovoltaïque. J'ai une petite question. Dans location logement, il y a la gendarmerie, il y a l'immeubleret. Oui. Non, oui, l'immeubleret de la boucherie, tout à fait. La boucherie, d'accord. Ouais, uniquement la boucherie. D'accord. Et la salle des fêtes. Salle des fêtes, plus on a des logements privés. Ah, je sais pas, non, je pose la on a des habitations. Ah, c'est gendarmerie. D'accord. C'est la gendarmerie. Oui, je vois que c'est. Non, mais c'était juste à titre indicatif parce que je vois ça et je ne sais pas de quoi on parle, donc je m'interroge. On a des biens qui sont mis en location au niveau de la commune, qu'on a conservé dans l'actif et qui engendrent un revenu. Le plus gros, honnêtement, c'est la gendarmerie. Ok. Bon, il y a un sacré bâtiment aussi, on a investi beaucoup d'argent sur les précédentes années, surtout sur la rénovation énergétique, sur l'isolation. Donc voilà, on a le loyer qui permet de financer ça. Ok, parfait. J'en ai peut-être. Oui,
retenu des autres budgets, donc 49 000 euros, donc ça c'est la mise. On a 150 euros de produits financés par l'association. Bon, ça c'est des parts sociales qu'on a au Crédit Agricole et CNR. C'est pas beaucoup, mais on met quand même. Les produits exceptionnels, on a compté 6 000 euros, donc ça c'est déjà des choses qu'on connaît. On a eu la chance d'avoir un don qui a été effectué par un habitant de la commune, notamment lié à la crise Covid, à hauteur de 5 000 euros. Donc ça c'est des choses qui nous ont déjà été versées. C'est un budget qui rentrera dans les activités du CCAS. Et c'est quelqu'un qui a souhaité rester anonyme? Oui, tout à fait. Donc total Il faudra le remercier pour nous. bah, c'est fait. Donc total recette de fonctionnement, je rappelle, pour 2020, 1 128 982 euros. On passe côté investissement. Donc là, je ne vous cache pas que cette année, on a réduit fortement la volume. Il y avait plusieurs projets qui étaient prévus. On a tout stoppé. Dans mon précédent mandat, j'avais déjà fait stopper les investissements. Pourquoi? Parce que la commune, aujourd'hui, n'est pas en capacité de dépenser beaucoup d'argent sur l'investissement. Notamment sur des dossiers qui sont peut-être à retravailler pour obtenir le maximum de subventions, pour éviter d'autofinancer, voire de financer par la souscription d'un emprunt. Donc concrètement, cette année, vous allez voir très peu de dépenses d'investissement. C'est clair. Là-dessus, on est extrêmement frugal. Dans tous les cas, c'est ce qu'on avait dit, c'était une promesse. C'est on arrive, on se pose, on reprend les dossiers. Déjà, on stoppe tout, on reprend les dossiers, on réétudie les dossiers, et après, on prendra des décisions éclairées. Ce qui rejoint ma question, que vous avez discuté, oui. D'avoir une analyse financière, que ce soit pour tout le monde ici, de savoir où on met les pieds, puisque en fait on reprend une entreprise et c'est important de savoir où on va avant d'aller plus loin, quoi. Parce que si on part dans des grands projets puis tout d'un coup on se fait bloquer par les services fiscaux nous disant non, donc c'est plus prudent d'avoir la... Donc moi je sais que M. Nocera m'a dit que c'était en cours. Donc le fait d'avoir ce budget primitif, tardif, en fait, est aussi une chance qui nous permet, nous, d'avoir 6 mois à travailler sur les projets et de bien mettre tout à plat pour repartir en 2021. Quoi. On est bien d'accord. Donc il y a plusieurs projets dont je pense que vous allez en entendre parler, c'est une rénovation partielle du chemin des Buis qui était à plus de 50 000 euros. Donc on a stoppé parce qu'on n'a pas la capacité financière aujourd'hui de le payer, tout simplement. Oui, puis pas à l'envers non plus, là l'ordre, désolé. Voilà. Donc après voilà, il y a des choses qui sont à reprendre, on reprend les dossiers, on va revoir. On le fera, ce qui ne veut pas dire qu'on le fera pas, oui, on avait besoin de prendre le temps pour analyser. Oui, et puis déjà avant de faire la route, il faut travailler peut-être déjà par le fond, commencer par comme les toits de maison, tu commences par le début, tu commences par l'envers. Voilà, de toute façon c'est des dossiers qu'on reprend, on reprend tout de zéro. C'est un travail monumental pour l'ensemble du conseil, je ne le cache pas, notamment du maire et des adjoints, je pense à toi, Bernadette. Voilà, mais c'est un travail qui est nécessaire pour repartir avec des bases saines. Pour moi, c'est indispensable. Eh ben, on partage complètement cet avis. Donc, merci. Pour une fois qu'on est d'accord, on tient à le dire. Champagne, c'est vrai. C'est pas vrai, c'est juste. Alors, allez, on reprend. Donc, le remboursement du capital de la dette. Donc ça baisse au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que depuis 6 ans, on a fortement limité la souscription de nouveaux emprunts. Le seul emprunt qui a été souscrit, c'est à hauteur de 140 000 euros, et il est autofinancé complètement par le loyer de la boucherie. Voilà. Donc c'est le seul emprunt qui avait été fait pendant 6 ans. On va se tenir à ça. Quand on fera des projets, on fera cette recherche justement de l'autofinancement. Est-ce que ça va générer un revenu? Est-ce que ça va permettre de pouvoir rembourser éventuellement un emprunt? C'est des choses qu'on va fortement regarder. Donc dans tous les cas, voilà, dépenses d'investissement. Donc là, c'est le remboursement. Donc là, uniquement le capital de la dette. Vous vous souvenez du fonctionnement, on avait des charges financières tout à l'heure sur le fonctionnement. Et là, aujourd'hui, on a le capital sur l'investissement. 20 000 euros d'immobilisation incorporelle, donc ça, c'est des frais d'études qui sont en majorité déjà payés. Ce n'est pas des choses sur lesquelles on a un impact particulier. C'est des frais qui avaient été engagés sur les études, notamment pour le projet Saint-Félix. Et sur lesquels je vais essayer d'aller chercher une subvention. Exactement. A posteriori. C'est potentiellement possible. Oui. Je ne parlais
personne. Le potentiellement possible. Faut essayer. Hein. Bah oui, on essaye. Voilà, sachez que de toute façon, tous les dossiers, on va gratter au maximum des subventions. Il y a plein de subventions qui sont là pour ça. Voilà, on a, je pense, un beau patrimoine sur Marsanne, il faut le valoriser. Et que ce soit le département, la région, voire l'Europe, peut y aider. Donc on ne va pas se priver de subventions. Oui, oui, je dirais que continue. On a également 21 821 d'immobilisation corporelle, donc des travaux qui ont été faits sur un bâtiment public à hauteur de 5 821 €. Et le projet de la salle donc commune, c'est le projet qu'il y a avec le projet Symphonie des Vents. J'en parle maintenant. Ouais, vas-y. Le projet Symphonie des Vents, c'est le projet d'expansion entre guillemets de la maison de retraite. Donc le terrain en dessous de la maison de retraite, il va y avoir 11 studios pour personnes autonomes mais qui ont besoin de services additionnels de la maison de retraite qui vont être mis en place. Dans ce projet-là, donc qui comprend 11 studios, enfin 11 maisons, 11 appartements, je ne sais pas comment on peut dire, il y a également des espaces verts et il y a une salle commune. Il était convenu que la mairie rachète à hauteur de la moitié la salle, une fois qu'elle serait construite, et en fait, avec l'aide notamment du département, nous sommes en train de monter un dossier qui ferait que nous deviendrions propriétaires dès le début de la salle, et ce qui nous permet d'avoir un taux de subvention qui devrait avoisiner presque les 90%. Donc, ce qui permettrait, donc cet investissement-là, puisqu'il a été programmé, je le laisse, mais logiquement, ça devrait être le coût de la salle. Voilà, pour une salle qui est estimée à 200 000 € construite. L'idée, c'est que cette salle, après, on la partage avec la maison de retraite. La maison de retraite pourrait s'en servir la journée pour leurs activités. Et nous, on l'a récupéré le reste du temps pour également des activités d'association plutôt calmes. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais, quand même, parce que... Des réunions, des cours de yoga, des cours de pilates, enfin, tout ce qu'on peut dire autour du calme. Et surtout, ça sera une salle qui sera économe en énergie et puis également avec une climatisation réversible via une pompe à chaleur RR, et ce qui permettrait d'avoir une salle climatisée pour le plan de canicule du CCAS l'été. On mettrait à disposition des personnes de Marsanne. Donc là, je suis en train de travailler avec le département, la région, DAH, pour que cette opération soit la plus blanche possible pour la commune. Voilà. Alors qu'à l'origine, on devait payer la moitié, c'est-à-dire 100 000 €. En fait, ces 15 000 €, c'était le premier versement. Ouais. Et en fait, ce sera finalement le seul versement qu'on pourra faire. Enfin, il y aura un jeu quand même d'écriture. C'est les 10%, les 15 000, c'est les 10% de la valeur totale, c'est ça? De l'investissement de la commune. C'est-à-dire que là, non, comme c'est présenté aujourd'hui, c'était le premier versement prévu au projet de départ mené par l'ancienne municipalité. D'accord. Moi, j'essaye de transformer ça, mais on n'était pas propriétaire. Alors, en fait, on rachetait petit à petit la salle. Donc, c'était 15 000 € par an. Sur les 3 premières années, c'était ça. Et puis après, il y avait un différentiel qui était prévu. C'était compliqué, apparemment. Beaucoup plus compliqué. Ouais, ça me paraît. Quand je suis arrivé, on m'a dit le département, il peut financer. DH m'a dit ouais. On est allé voir les impôts, ils m'ont dit on fait cadeau de la TVA. Et puis là, il me manque plus que l'État qui me dit on paye la reste. Donc, voilà. Après, voilà, monsieur le maire a fait un travail pour éviter qu'on paye un prix important aussi. Donc c'est un travail de longue haleine, mais ça permet de réduire fortement les coûts d'investissement pour la commune. Donc au final, une salle va nous coûter 15 000 €. Donc là, on signe la semaine prochaine le mandat avec DH sur ce projet-là. Donc je peux vous le dire au prochain conseil. Enfin, je pense que je vous ferai un email récapitulatif la semaine prochaine, comme ça tout le monde l'aura. On en reparlera au prochain conseil. Le permis de construire est signé pour information fin juin. Donc c'est un projet qui va démarrer dès l'année prochaine avec une préférence aux entreprises locales, effectivement, comme demandé par la région. Donc ça aussi c'est bien parce que ça va faire du boulot pour les entreprises du BTP du coin. Je pense que tout le monde est gagnant sur cette opération. Ce qui est normal, oui. On continue, donc 1 000 €, donc ça c'est des opérations qui restent, hein, c'est un solde qui reste sur l'opération d'immeuble. Il y a des levées, des fois de garantie, des choses comme ça, c'est des retenues de garantie de fin de chantier, c'est des petits bouts qui restent d'une opération qui était très importante.
Donc on a prévu 1 000 euros sur cette opération. Et on a ce fameux report du déficit de 492 113 euros. Le plus gros morceau de ce déficit, c'est le surcoût de l'immeuble. J'en avais parlé, hein, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Concrètement, ce projet, il y a eu des erreurs de gestion, qu'on soit clair. On aurait dû être mieux, on aurait dû se faire accompagner. Ça a été géré à l'époque par le maire et les 4 adjoints. On a eu des surcoûts extrêmement importants sur le chantier. Une partie a été prise en charge par DAH notamment, mais pas la totalité. Et le surcoût qui est lié à la partie, déjà notre partie forcément nous revenait à nous, hein, automatiquement, donc la partie boucherie. Et il y a eu un surcoût également sur la partie de l'aglo, qui est l'office du tourisme, et là il y a eu pas de prise en compte des surcoûts. Donc ça a été pour la commune. L'opération finale nous a coûté, j'ai commencé à chiffrer, il faut que je retourne l'ensemble des montants, mais on est au global à 450 000 euros, je crois, pour la commune, pour lequel en fait on a un local de la boucherie qu'on a financé par un emprunt à hauteur de 140 000 euros. Donc vous voyez le différentiel aujourd'hui il est là. Ça fait 300 000 quoi. Il faut qu'on fasse un Et à l'époque, vous n'avez pas pu taper un peu du poing sur la table. C'est ce que j'allais dire, j'étais dans les finances pour faire un moyen. J'allais le dire, voilà. Je pourrais vous montrer certains mails après, voilà. Parce que vous étiez là bien là pour signer, je veux dire. Enfin. Non, moi je n'étais pas décisionnaire. Ouais, mais bon. Rappelez-vous que je n'étais pas décisionnaire. Il y a des projets que j'ai pu stopper, notamment le projet de la rénovation complète de la mairie pour 1 million d'euros. Donc ça, j'ai pu stopper. Mais bon, après, j'avais le poids que j'avais en tant que conseiller. Aujourd'hui, c'est compliqué. Vous avez été gentil, parce que moi, je me serais levé ou je serais parti. Oui, ouais, je sais pas pourquoi vous avez... Après, il vaut mieux rester pour agir plutôt que partir et ne plus pouvoir agir. Mais aujourd'hui, on a par exemple, évité la casse. Là, on a un surcoût de 300 000 euros, donc c'est du passé, je veux pas... Mais je veux juste comprendre qu'est-ce que c'est que ce surcoût de 300 000 euros, ce qui est colossal quand même. Alors, juste pour pardon, le public, s'il vous plaît. Vous connaissez, vous êtes des habitués du conseil municipal, vous connaissez les règles. Voilà. Je ne vais pas les répéter. Pour que ça soit d'accord par rapport à ce surcoût-là, j'ai demandé, donc là, vous vous doutez bien qu'un budget, ça se prépare, c'est un travail important. J'ai demandé à Fabrice Nocera de faire un audit tout de suite après le budget pour nous dire l'historique de tout ça. Ok, parce que c'est ça qui nous manque. Même moi, Fabrice m'explique comme il vient de vous l'expliquer. Mais qu'on comprenne pourquoi, à partir de telle année, ça s'est aggravé, qu'est-ce qui s'est passé. Qu'on soit bien clair, notre volonté, c'est de savoir ce qui s'est passé, et c'était avant, mais il n'y a pas de problème, c'est 300 000 euros. Nous, on a besoin de le savoir, je pense, en tant que conseillers municipaux, on a besoin de le savoir. Le travail est commencé, il y a un travail important. Je pense que ce n'est pas des fautes, mais des erreurs de gestion importantes. Le suivi n'était pas très bien, donc ça c'est clair. Donc je pense qu'il faut vraiment tirer des leçons. Sur des projets comme ça, je pense qu'il faut se faire mieux accompagner par des experts externes, c'est clair. Parce que quand on n'a pas la compétence, on n'a pas l'expertise, et bien il faut avouer qu'on n'a pas la compétence et pas l'expertise. Voilà. Moi je ne fais pas de promotion immobilière, je ne m'amuserai pas à faire un projet de promotion immobilière tout seul, ou de prendre la gestion de ça. Je pense qu'il faut se faire accompagner. Voilà. Donc après, vous me parliez de mon rôle au conseil municipal, oui, il y a des choses que j'ai pu stopper, il y a des choses que j'ai vues parce que ça, concrètement, c'était pas prévu. Les surcoûts de chantier ne sont jamais prévus sur un chantier. Non, mais voilà, donc j'ai limité la casse sur certaines choses. J'ai stoppé des projets qui auraient mis en péril la trésorerie et le budget de la commune. Mais j'avais mon pouvoir en tant que conseiller municipal et pas adjoint en finance, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, effectivement, qu'il y aura des erreurs de ce type, et il n'y en aura pas, je prendrai mes responsabilités en tant qu'adjoint en finance et pas en tant que conseiller municipal. C'est une bonne remarque, il n'y en aura pas, parce que moi je vous fais confiance. Il ne faut pas qu'il y en ait. Merci, j'apprécie. Merci. Ça fait deux mois qu'on est au net, si on peut dire, et donc on a eu 2 rendez-vous avec moi personnellement, j'ai eu 2 rendez-vous avec le trésor public. Donc, je me suis fait tirer les oreilles 2 fois. Donc il va pas falloir que ça dure 6 ans comme ça. Donc j'ai montré qu'on est en train de travailler, je pense qu'on est en train de remettre les bonnes relations, que ce soit avec les services des impôts et les services de l'État. Je pense qu'ils apprécient, je pense qu'ils voient que ça bosse. Voilà, c'est ce que moi je veux, c'est-à-dire que là on a un report de déficit, on voit le chiffre, on voit ce qu'on met de côté cette année, donc vous faites le calcul et vous voyez qu'à la fin du mandat, normalement
on devrait être dans une situation beaucoup plus confortable. Ah, mais c'est sûr. C'est sûr. C'est l'objectif. C'est l'objectif. En plus d'investir, hein, parce qu'il ne faut pas non plus que la commune dise ils font. Je ne vais pas dire le mot rigueur, hein, parce qu'il y a la presse. Alors après, quand on dit le mot rigueur dans la presse, généralement, au niveau national, égalité, ça ne passe pas du tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi avoir les pieds sur terre et savoir regarder les chiffres en face, quoi. Et on le fait devant vous, Madame Hugon, Monsieur Chambol, Monsieur Henry, on le fait devant vous sans aucun problème. Ça, vous avez vu que. Voilà. Après, il ne s'agit pas de dire les municipalités précédentes ont fait bien ou ont fait mal, c'est pas lié, ça a été fait. Maintenant, on reprend comme ça, mais on voit comment est-ce qu'on peut améliorer les choses tout en continuant la vie normale de la commune. Ça permet de voir ce qu'il faut pas faire. Voilà, ou pas. Ça permet de comprendre aussi, 300 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Bien sûr. Donc c'est quand même important qu'on ait une vision claire de ce qui s'est passé. Pour tout le monde, ça me paraît normal. C'est voilà, donc de toute façon, moi, monsieur le maire m'a nommé, on va dire, auditeur sur ce point. Donc on a déjà commencé à travailler. Donc je vous ferai une restitution de travaux au cours d'un conseil municipal, dans tous les cas. Donc il y aura une analyse complète. Voilà. L'audit, je connais, c'est mon métier. Donc je suis sur une partie que là, je maîtrise. Donc il n'y a pas de souci. Donc c'est en cours. Ça va demander du travail. Donc je vais vous demander un tout petit peu de patience, s'il vous plaît. Mais je vous ferai une restitution écrite et orale, dans tous les cas, dans le cadre d'un conseil municipal. Voilà, sachez que de toute façon, depuis qu'on a pris nos fonctions, on s'efforce de faire des économies de coûts dans tous les domaines, mais jamais au détriment du service. Voilà. Je pense qu'on peut faire des économies sans détériorer le service qui est offert en Marseille. Voilà. Et ça, on s'y efforce au quotidien. Donc on a un total de dépenses d'investissement pour 2020 de 680 234,60 €. D'où vient l'argent perçu? Donc, recettes d'investissement, on a 302 444 € de dotation fonds d'hiver réserve, donc qui est constituée en partie par la FCTVA, la taxe d'aménagement et surtout l'excédent 2019. Je vous ai précisé l'excédent 2019 qu'on avait réalisé, donc 266 414 €. Vous avez également les subventions d'investissement à hauteur de 38 070 €. Et vous avez une opération qui a été commencée dans le mandat précédent, qui est la vente d'un terrain au syndicat des Portes de Provence, qui est vers la voie de chemin de fer, vers les Palettes, qui sera, peut-être que je te laisse parler, tu connais le domaine, mais... le CIP, en fait, c'est le syndicat de Portes de Provence, c'est ceux qui s'occupent du traitement des déchets. Ils ont besoin d'un point relais pour les déchets verts, en fait. Voilà. Ils souhaitent stocker du déchet vert. Oui. Alors, je pense que là, il faut peut-être un petit peu s'en occuper parce que je vois qu'il se fait des maisons là-bas. En fait, c'est pas du tout vers les Palettes. C'est pas du tout vers les Palettes? Ah bon? Ah bah c'est moi qui vais... C'est le plus bas de Marsanne, en fait. C'est de l'autre côté de la route, plus loin que la D6, là-bas. Sur de la route. Tu vois la D6, la route entre la Lopie et Cléon, tu as un bâtiment qui est construit, là. La parcelle, elle est encore en dessous, c'est la limite de Marsanne. Oui, mais si on commence à faire ça... C'est le quartier Les Engrans. Oui, ça a été racheté par monsieur, donc ce propriétaire, celui qui... Le terrain, il appartient à qui? À la commune. À la mairie. Ouais. Ah, d'accord. Ouais, bien sûr. Oui, on se parle. Non, mais excuse-moi, parce qu'il y a un minac là-dedans, c'est pour ça. Non, en gros, il y a un écart là, le CIP en a besoin, ils veulent le racheter. Point, voilà. Là, on en est là, pour l'instant. Non, c'est syndicat. Il y a une Il estimation. y a un conseil d'administration du CIP. Ouais. Mais Covid, plus changement, plus élection, égale attente pour avoir un conseil d'administration du CIP. L'ancienne municipalité avait chiffré, en fait, c'est un terrain de 9 570 mètres carrés, quartier Les Engrans, et la valorisation avait été faite à 20 € le mètre carré à l'époque. Nous, on a réduit, justement, pour éviter les mauvaises surprises. Vous pouvez voir, on a 162 000 €, on a réduit à 17. Ce qui ne serait pas cher. Hein. Donc, c'est une négociation qui est faite, là, qui est entamée. Donc, voilà, c'est des choses qu'on a repris en compte. Voilà. Et vous avez 1 180 € d'opération d'ordre entre sections, donc qui est lié aux amortissements, dotations d'amortissement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez la capacité d'autofinancement, donc qui est liée à l'épargne brute d'un montant de 169 540 €, donc ça c'est l'excédent au niveau du fonctionnement qui est reversé sur l'investissement. Donc vous avez un total de recettes d'investissement pour 2020 de 681 234,60 €.
Je vous ai fait une petite présentation des investissements en fait, qui sont faits sur cette année, qui sont quand même relativement limités. Donc vous avez le prêt d'études à Saint-Félix, donc ça c'est pour la sauvegarde de notre patrimoine, qui est important sur la commune. Et les 20 821 € pour rappel de la salle commune, plus une partie de la rénovation de la gendarmerie à hauteur de 5 800 €. Vous avez également 1 000 € de matériel informatique de la mairie qui nécessite quand même une modernisation pressante. Parce qu'on met beaucoup de projets de suivi, des choses comme ça, il faut un matériel qui est performant, qui nous fera gagner du temps et surtout de la productivité et même de l'argent. Petite question, 20 000 € de frais d'études de Saint-Félix, ça me paraît colossal, mais ça doit avoir une explication, c'est laquelle? Sur un projet de 1 million €, c'est pas très cher. D'accord. On revient un peu, si tu veux, aux erreurs qui ont été faites avant. Ouais, voilà. J'ai compris. Sachant que donc, ces études peuvent être subventionnées et ils te permettent après de faire certaines économies sur la suite du projet. Éviter, alors après, ce sont des frais qui ont été engagés par la municipalité précédente, que là, ils sont aujourd'hui payés. Ils sont payés. C'est ça qu'ils y sont. Hein. Donc là, pour le coup, on ne peut pas dire en début d'année, donc voilà. Ça, c'est... Mais par contre, je pense que 1 000 € de frais informatiques, c'est même peu s'il y a vraiment beaucoup de alors après, c'est surtout de la licence informatique, pas du matériel, si. Il y a le changement d'un poste. Ah voilà, il y a un poste. Marie-Agnès, elle ne pouvait plus travailler avec son poste, au bout d'un moment, on change de poste, hein, c'est pas possible. Alors, c'est une question qui est complètement annexe, mais qui revient à l'informatique. C'est que moi, j'ai eu l'occasion, à fréquenter des mairies à droite à gauche, d'avoir des gens qui travaillent à la mairie et qui ne sont pas formés sur le matériel dont ils ont à disposition. Alors je sais que ce n'est pas le cas pour toi, mais en fait c'est quand même un truc important de se dire que si on investit dans du matériel, ce qui me paraît être complètement normal, il faut aussi investir dans les gens qui l'utilisent pour qu'ils sachent s'en servir, quoi, et exploiter au mieux. Alors je ne sais pas, c'est peut-être le cas ici, hein, Laure, tu sais mieux que moi, mais si c'est pas le cas, ça me paraît, enfin faut y penser, quoi, c'est tout. Alors dans tous les cas, on a quand même une expertise en interne sur l'informatique. Laure déjà, premièrement, Damien, moi, on est quand même très à l'aise avec l'informatique, donc on fait de la formation en interne. Concrètement, non mais tu as raison, il faut sur certains points travailler sur l'informatique, surtout qu'il y a des potentiels fonds de formation qui demandent à être utilisés. Ouais, et puis ce qui est terrible, c'est d'acheter du matériel et qu'il ne soit pas exploité, juste pour une question de formation, parce que bon, généralement le matériel il va tenir 3-4 ans. Enfin voilà, c'est juste à titre. Non, mais c'est parce que je vois. Remarque, on y fait attention. Moi, j'ai toujours fait attention et quand j'ai pu aider, je le faisais. Parce que quand on a du bon matériel, on fait du bon travail. Moi, c'est mon principe. Il y avait du matériel qui était mis à disposition de Marie-Agnès, qui était complètement obsolète. On n'était pas sur du Windows 10, des choses comme ça. Donc là, on a été obligé de le renouveler. Dans tous les cas, c'était indispensable. Voilà. Donc effectivement, on fera attention à ça, mais c'est bien de le rappeler. Et on y verra dans tous les cas. On ne laisse pas quelqu'un de toute façon avec du matériel et qui ne sachant pas s'en servir, c'est un peu dommage. Donc, mais je pense que tous les ans, au fur et à mesure, on va essayer de remettre un peu, moderniser un peu tout ça, quoi. Notamment pour moi j'investis avec mes deniers personnels sur l'informatique. Voilà, il faut dire qu'au niveau des élus, on a tous notre propre matériel informatique. On a rien demandé à la mairie, que ce soit pour notre téléphone ou pour notre ordinateur, on s'est débrouillé. Non mais qu'il soit bien clair, c'est pas mon propos. Ce que je veux dire, c'est, moi je trouve bien qu'on investisse dans du matériel informatique, enfin ça me paraît être la moindre des choses, on est en 2020, mais il ne faut pas oublier qu'il faut former les gens aussi, parce que si on met un truc top niveau et qu'on ne sait pas l'allumer, tu vois, ça sert à rien. C'est un peu dommage. C'était ma remarque. Mais elle est tout à fait justifiée et on y fera attention dans tous les cas. On y veille déjà et on y fera encore attention, c'est sûr. Je vous ai mis un comparatif, donc 2019-2020, vous avez les comptes administratifs de 2019, ce qu'on avait prévu en budget primitif pour 2019, et vous avez le budget primitif de 2020. Donc là, vous avez l'ensemble des chiffres en fait en comparaison. Juste une petite remarque sur le total des recettes de fonctionnement de 2019. Il manque un 8, c'est 1 280 000 total. Total oui. Recette. En bas au milieu, à gauche, il manque un chiffre. Ah. Voilà, c'est juste une remarque pour que le tableau cadre. Parce qu'on fait les additions. C'est Excel. C'est Excel à fonctionner. Donc même moi, j'ai besoin d'encore de formation sur Excel. Voilà, il faut faire une petite formation, on a bien fait d'en parler. Non, ça c'est une simple erreur, je pense, de frappe, mais bon, c'était pour que le tableau soit exact. Alors, rappelez-moi, laquelle c'est recettes de fonctionnement Recettes de fonctionnement de 2019. Ah, c'est
Ah, je suis pénible. Non, non, vous êtes précis et j'aime bien. Et ben on fera une correction, il n'y a pas de souci. Merci à M. Chambol. Vous voyez, à force de relire les documents, on reflète. Oui, mais je sais comment ça fait, j'en ai fait assez des chiffres. Je sais très bien que ça peut arriver sans... On va faire des... Bon, autant pour moi. Ok, merci beaucoup. Donc là, voilà, de toute façon, c'est mis à disposition. Donc on vous fera le... vous voyez, la présentation sera amendée, donc il y aura une nouvelle version qui vous sera mise à disposition après le conseil municipal. Nous allons passer donc au service public de l'eau, donc la M49. Ouais, je pense qu'on va faire voter, c'est une bonne idée. On va voter au fur et à mesure des présentations. Et après, donc là, par exemple, on a fini le M14 budget général. Ce que je vous propose, c'est qu'on vote, et après on passe sur l'autre budget. Est-ce que ça vous convient comme ça? Pas d'objection? Et bien, je vais vous lire la délibération. Donc M14. Donc l'objet, c'est le vote du budget primitif M14. Donc après exposé du détail des chapitres étudiés au cours de la réunion du budget de la commune pour le budget général de la commune, budget dit M14, par Fabrice Nocera, adjoint en charge des finances, et après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les comptes suivants. Donc on a mis un CF présentation jointe par chapitre. Donc c'est ce qui vous avait été mis à disposition avant le conseil municipal, vous puissiez en prendre connaissance, donc qui est composé par le compte administratif de 2019, le budget primitif de 2019 et le budget primitif de 2020. Donc ça, c'est joint par chapitre, donc présentation obligatoire par chapitre. Donc pour le budget communal M14, donc pour le fonctionnement, nous avons en dépenses 1 128 982 € et en recettes 1 128 982 €. Pour la section d'investissement en dépenses, nous avons 681 234 € et en recettes 680 234 €. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je fais une petite pause parce que j'ai très soif. Excusez. Et après on passe à la M49 pour loin pour le coup. On fait tout après, en même temps. On vous fera passer les feuilles d'émargement en même temps, les trois en même temps, parce que sinon ça nous fait repasser 3 fois, ça n'a pas de sens pour le budget. Alors. C'est parti. M49, donc c'est service public d'assainissement et de distribution d'eau potable, donc l'eau. La même question, d'où vient l'argent perçu? Donc les dépenses de fonctionnement. Donc charges à caractère général, on est sur de la fourniture, les analyses d'eau, l'entretien des produits. On a prévu 35 768 €. Pour les charges de personnel transférées, on a prévu 50 000 €. Ah oui, exact. Pour les atténuations de produits, donc reversement de taxes de retraitement des eaux et ce qu'on verse à l'agence de l'eau, on a prévu 103 000 €. Pour les autres charges de gestion courante, donc créances admises en non-valeur, 5 000 €. On a prévu 2 000 € de charges exceptionnelles, au cas où. Et on a 45 000 € d'opérations d'ordre entre sections, donc on rappelle c'est les dotations aux amortissements. Et on a un léger déficit reporté de N-1 qui est à 2 282 €, donc qui serait complètement absent. Donc on est sur un total de dépenses de fonctionnement pour 2020 de 243 050 €. D'où vient l'argent perçu? Voilà, c'est très succinct, c'est très simple. Oui, sur une petite question. En fait, dans ce budget primitif, est-ce qu'il y a, par exemple, l'entretien du réseau? Est-ce qu'il rentre dans ce budget-là ou c'est à part? Parce que, par exemple, je donne cet exemple et ça tombe bien, tout le monde est en train de chercher une fuite aujourd'hui. J'imagine que ça va avoir des coûts. Alors, moi, je ne suis pas expert, mais durant la campagne, on a rencontré du monde et apparemment, il y a des fuites un petit peu partout sur Marsanne. L'idée, c'est que ça va avoir un coût de remettre le réseau en ordre, j'imagine. Et est-ce que c'est là que vous le prévoyez ou c'est autrement que ça se passe? Non, c'est dans ce budget. C'est dans ce budget, bien sûr. D'accord. Et vous avez prévu combien pour cette année, même si je sais que
c'est tard et que vous reprenez le truc, enfin, le budget en main? Sur les travaux. Ouais, vas-y, je peux répondre, j'ai plus les chiffres en tête. Mais... Il y a une partie de frais qui sont en fonctionnement et une partie qui sont en investissement. D'accord. Et le montant de prévu, c'est quoi? Sur les réseaux, on a budgétisé 18 000 euros. D'accord. 18 000 sur une partie et 18 000 sur l'autre? Là, on a fait que le fonctionnement, en fonctionnement. Oui, d'accord. Et il y aura une autre partie sur l'autre investissement. Merci. Peut-être à 35 000 déjà. Oui, mais dans les 35 000, il n'y a que 18 pour les réparations, c'est ça? Enfin, trouver des solutions. Fourniture, analyse, entretien, produit, etc. C'était le truc courant. Non, mais c'est juste à titre indicatif, voir si on a à peu près un ordre de valeur, de grandeur, pardon, et de savoir si on est déjà sur cette problématique qui risque de se produire. En fait, on s'est basé sur ce qu'on a fait en 2019, où il y a eu quand même beaucoup de réparations, et on avait réalisé en 2019 19 000 euros. Donc c'est proche de ce qu'on avait réalisé en fait. Et l'année dernière, il y a eu 3 très très grosses fuites. Ouais. Donc quand on fait des grosses réparations, donc il y a un coût particulier. On a voulu garder quand même un niveau assez élevé, 18 000 euros. Donc je pense qu'on sera bon cette année. Après, de toute façon, après si on n'est pas bon, on fera des soucis. Concrètement, c'est de comprendre si la stratégie qu'il y a concernant... Parce que l'eau à Marsanne, c'est quand même un élément auquel tout le monde tient, tout le monde pose des questions. Et l'idée, c'est de voir comment, au niveau de la mairie, on organise ça et comment on se projette dans le temps et dans l'organisation. Voilà, on prévoit tous les ans cette ligne d'entretien parce qu'on sait effectivement dans tous les plans, il faut savoir que dans tous les réseaux d'eau, il y a des problèmes. Il y a des fuites, c'est normal. Il y a des ruptures de canalisation, c'est normal. Dans toutes les communes. En fait, le tour des communes, ça arrive de partout. Donc on prévoit tous les ans des réparations suivantes. Forcément, on ne peut pas rester bloqué sur les fuites qui sont identifiées. Je pense qu'il y en a encore des fuites. Ah oui, c'est possible. Et il y a des grosses, 18 000 euros aujourd'hui, rien que l'eau, beaucoup de choses. Hein. Nous, on a fait quand même vraiment des grosses réparations en 2019, et ça nous a coûté 19 000 euros, et on a eu des très très grosses fuites. Donc, et là, on a quand même 7 mois en fait, on a en vision 7 mois. Oui. On sait à peu près ce qu'on va avoir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, en 7 mois, on a réalisé 7 874 euros. Donc ça nous permet, si vous voulez, le budget primitif, ce qu'on a vu en commission, on pouvait demander après des personnes qui étaient présentes, mais on s'attache sur deux choses, hein, ce qu'on a réalisé sur 2019 et ce qu'on a déjà réalisé sur cette année. Là, c'est pas une chance, mais on fait le budget primitif quand même assez tardivement. Ça permet d'avoir une bonne vision de ce qui a déjà été réalisé, donc d'avoir une prévision assez juste de ce qu'on va avoir jusqu'à la fin de l'année. Là, par exemple, on est au mois de juillet. Si on a dépensé 7 874 euros, on va arrondir à 8 000. Si on multiplie par 2, on a 16 000. Si on est à 18 000, on est quand même, je pense qu'on a une marge de manœuvre dans tous les cas. On peut faire un peu plus, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, c'est le cas pour ça, par exemple. Si votre question, c'est par rapport à l'investissement sur le travail, sur le réseau dans les prochaines années, oui, il y a quelque chose de prévu, mais ça vient dans l'investissement, pas dans le fonctionnement. Ah oui, d'accord. Voilà. J'en ai fini, je ne sais plus. On avait fini. Donc je rappelle quand même le total de dépenses de fonctionnement de 2020. Non, j'avais fini, moi j'avais fait le déficit reporté. Donc on est à 243 500 dépassé sur la structure. Recettes de fonctionnement, donc c'est très simple, hein. Donc produits des services, c'est tout simplement la vente de l'eau plus les abonnements. On est à 227 000 euros. On a prévu un produit exceptionnel à 1 050 euros et des opérations d'ordre entre sections, dotation et d'amortissement à hauteur de 15 000 euros. Donc on est sur un total recette de fonctionnement en 2020 243 050 euros. Et on continue. Tac. Donc on passe sur l'investissement. Donc l'année 2020, toujours la même question, où va l'argent dépensé? Donc en investissement, on a des études et des équipements, on appelle HVAB, donc il y a des grosses études qui sont prévues à hauteur de 150 000 euros.
Donc c'est un audit complet du réseau, plus réparation de certains points du réseau, donc vous pouvez retrouver la ligne là. Ok. Vous avez 86 151 d'immobilisation corporelle HVAB, dont radio relevé. Donc, ça, c'est les nouveaux compteurs. Tout simplement, on change les compteurs, il nous en reste encore à changer, qui permettent de faire des relevés beaucoup plus facilement, plutôt que de se casser en deux, relever à quatre pattes. Donc là, ça permet de relever automatiquement avec un appareil. Donc ça, c'est quand même, ça sera un confort et ça nous permettra de gagner du temps sur les prochains relevés. On a également 100 000 € d'immobilisation corporelle non HVAB sur l'année. Et vous avez également les opérations qu'on retrouve en recettes et en dépenses. On aurait pu faire la fabrication. Pardon, je fatigue un peu, je suis désolé. Allez, je vais faire un effort. Donc 15 000 € d'opérations d'ordre entre sections, donc dotations d'amortissement. Les 100 000 €, ça correspond exactement à ces immobilisations corporelles? C'est des travaux, enfin, ce qu'il faut bien savoir, c'est que dans les dépenses, on va surévaluer pour l'eau. C'est des choses qu'on ne fera peut-être pas forcément à hauteur de 100 000 €. Mais ce qu'on considère dedans, c'est des travaux, des gros travaux sur des rénovations de réseau, des choses comme ça. Corporel, c'est quelque chose qui n'est pas le top. C'est pas de l'incorporel, c'est pas des logiciels, des choses comme ça. Là, on est vraiment sur du matériel en dur. Donc ça peut être du réseau d'eau. C'est reprise des canalisations, rénovation des canalisations. Okay. On y évite 100 000 €. Oui, non, mais c'est pas ça. Déposer un peu la route, changer une canalisation, ça va très très vite. Je pense que je vous apprends rien là-dessus. Donc on a un total de dépenses d'investissement pour 2020, donc prévu à 351 151 €. D'où vient l'argent perçu? Donc recette d'investissement, on est sur 42 300 € de subvention, donc qui est beaucoup lié à l'étude. On a de la FCTVA, donc autre réserve, à hauteur de 2 000 €. Et on a 45 000 d'opérations d'ordre entre sections, donc qui est lié aux dotations d'amortissement. Là, pour la partie haut, on a un excédent d'investissement 2019 de 261 851 €. Donc vous avez un total de recettes d'investissement à hauteur de 351 151 €. La même chose, je vous ai mis le comparatif 2019-2020, vous retrouvez toujours les comptes administratifs de 2019, le budget primitif de 2019 et le budget primitif de 2020 pour vous donner des éléments de contexte, des éléments de comparaison. Donc ça, c'est ce qui vous avait été communiqué avant le conseil municipal, pour que vous puissiez en prendre connaissance. Est-ce qu'on peut passer au vote, messieurs, dames? Il reste un budget. Et on finit par le plus simple. Ça va, on posera pas de questions alors. Sur la M4, il y a beaucoup, c'est très simple de toute façon. Du photovoltaïque, c'est fait pour. Sur l'eau, on aura l'occasion d'y revenir, mais par rapport à tes questions, c'est effectivement, on souhaite, comme on avait dit, mettre en place des outils d'audit et d'analyse qui permettraient, par exemple, là, dans la situation de ce soir où c'est compliqué, d'avoir une analyse en temps réel des débits sur les smartphones et de pouvoir voir en temps réel et d'agir sur certaines vannes à distance. Et les fuites. Et détecter les fuites. Donc, ça viendra. Allez, on va passer au vote. Je vais vous lire le projet de délibération. Donc, objet, c'est vote du budget primitif M49. Donc, après exposé du détail des chapitres étudiés au cours de la réunion du budget de la commune pour le budget haut, le budget dit M49 par M. Fabrice Nocera, adjoint en charge des finances, et après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les comptes suivants. Donc, toujours CF, la présentation jointe par chapitre qui vous a été remis avant le conseil municipal pour que vous puissiez en prendre connaissance. Donc, le budget communal M14, donc pour la section fonctionnement, nous avons en dépenses 243 050 € et nous avons en recettes 243 050 €. Pour la section d'investissement, vous avez en dépenses 351 151 € et pour les recettes 351 151 €. Donc je vous propose de voter pour cette délibération. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. M4, donc ça c'est services publics locaux à caractère industriel et surtout commercial pour nous. Donc là on parle de photovoltaïque. Donc qu'est-ce que nous avons en recettes de fonctionnement? Donc on a un excédent de fonctionnement de 2019 à hauteur de 18 938 € et on a une vente de produits finis, c'est tout simplement l'électricité qui est produite par les panneaux
et qu'on revend à hauteur de 66 000 euros. On parle du service technique, là. Tout à fait, les ateliers. Ok. Ouais. Donc c'est tous les panneaux sur les ateliers permettent de produire 66 000 euros d'électricité. Voilà. Ok. Ce qui permet, ce que je vous ai dit tout à l'heure, d'autofinancer les travaux qui ont servi à la construction du bâtiment et à l'installation, au paiement de l'installation des panneaux photovoltaïques. Donc c'est complètement autofinancé. Donc c'est plutôt une belle réussite. C'est une très belle réussite. Ouais. Il Il faut dire ce qui ne va pas, mais il faut dire ce qui va bien. Pourquoi ils ont financé? Parce que pour le trésor public, étant donné que ce n'est pas le même budget, ils ne comprennent pas que ce qui est payé en investissement est rentabilisé par le photovoltaïque, donc ils ne le prennent pas en compte. C'est pour ça que Ça compte ils dans la considèrent que l'investissement du bâtiment lui-même est une dette de la commune alors qu'elle est autofinancée. Ouais. Donc quand vous avez un endettement par habitant, ce n'est pas retraité. Donc vous avez un endettement qui est supérieur à une moyenne, on va dire, départementale ou voire nationale, mais en fait il faut retraiter parce que tout est autofinancé, ce n'est pas à la charge des contribuables, des Marseillais. Alors pour info, on avait eu cette information durant la campagne, on peut encore en parler, et on l'avait bien déduit parce qu'on avait bien compris que c'était pas aussi, que c'était bien plus complexe et qu'effectivement. Voilà. Mais c'est vrai que le fisc, la direction générale des impôts ne l'entend pas comme ça malheureusement. Donc, Oui, quand vous avez des analyses, bon, ils ne peuvent rien faire. quand vous avez des analyses qui sont mises en ligne, c'est public, vous avez pas ça ne tient pas compte de ça. C'est pour ça que vous pouvez avoir un détail qui est différent sur la charge d'endettement par habitant. Dépenses de fonctionnement, donc on a 9 500 euros de charges de caractère général. Donc c'est la maintenance synergétique, c'est l'externalisation de maintenance sur ces panneaux. On a 3 723 euros de charges financières, 50 000 euros de charges exceptionnelles. Donc ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est ce qu'on reverse à la M14 au budget général. Donc là, vous les retrouvez là, tout simplement. Vous avez 92 euros de dépenses imprévues, sans les arrondir. 2 euros d'autres charges de gestion courante. Et vous avez des opérations d'ordre entre sections, donc des dotations d'amortissement pour 21 621 euros. Donc on a un total de dépenses de fonctionnement pour 2020 de 84 930 euros. Juste, je vous embête pas plus longtemps, donc finalement, 50 000 c'est le bénéfice de l'opération par an. Oui. C'est ça? Oui. Ouais, c'est pas mal, bien. Il y a même plus parce qu'il y a de l'excédent. Vous voyez, sur les recettes, vous avez de l'excédent en fonctionnement. Mais on prend cette partie, on reste toujours un peu. Ok, plus l'excédent, oui. Donc là, on va dire, il y a minimum 50 000 euros. Ok. Pour la partie investissement, donc c'est très très simple pour le coup. Donc recette d'investissement, donc on est sur 21 621 d'opérations d'ordre entre sections, donc c'est toujours la dotation d'amortissement. Donc on a un total de recettes d'investissement pour 2020 de 21 621 euros. Et pour les dépenses d'investissement, on a 12 241 euros de remboursement du capital de la dette et 9 380 euros de mobilisation corporelle. Donc on a un total de dépenses d'investissement 2020 de 21 621 euros. Comme pour les deux précédents budgets, je vous ai remis le comparatif 2019-2020. Donc avec les comparatifs de 2019, le budget primitif de 2019 et le budget primitif de 2020. Donc vous avez l'ensemble des chiffres. C'est des chiffres qui vous ont été mis à disposition, je vous rappelle, avant le conseil municipal. Les questions, on a eu au fil de l'eau. Je ne sais pas s'il y a des questions résiduelles. Donc, je vous propose de passer au vote sur ce dernier budget. Donc, je vais vous lire le projet de délibération. Alors, l'objet, c'est vote du budget primitif M4. Après exposé du détail des chapitres étudiés au cours de la réunion du budget de la commune pour le budget photovoltaïque, le budget dit M4, par M. Fabrice Nocera, adjoint en charge des finances, et après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les comptes suivants. Donc CF, la présentation jointe par chapitre, ce qui vous a été transmis précédemment. Donc pour le budget communal M4, pour la section fonctionnement, vous avez en dépenses 84 938 euros, pour les recettes 84 938 euros, et pour la section d'investissement, en dépenses, vous avez 21 621 euros, en recettes 21 621 euros. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Merci beaucoup de votre attention. Je sais que c'est pas simple. Hein. J'ai essayé de l'expliquer au maximum avant pour permettre de comprendre un peu les chiffres qu'on a vus aujourd'hui. Je l'avais dit à M. Chambol, je reste à disposition pour toute question. N'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. C'est des choses qui sont particulières. Hein. Le budget d'une commune est très particulier. Donc il ne faut pas hésiter à revenir là. Merci beaucoup. Merci. Merci. On peut également dire qu'on mettra ces documents à disposition sur le site internet et que tu te tiens à disposition de nos administrés pour répondre également à leurs questions, Fabrice. Bien sûr. Voilà, sur rendez-vous. Bien sûr. Je me mets à disposition. Je voudrais remercier Laure Simian pour son travail. Cette semaine, c'était pour elle une reprise de semaine après vacances, donc ça a été assez intense. Merci beaucoup pour le boulot et merci beaucoup pour le travail à Fabrice et à tous les membres de la commission Finances et Budget. Merci beaucoup. Merci parce que c'était clair et on a pu poser nos questions et ça fait toujours plaisir. C'est normal. C'est normal. Hein? Oui. C'est bon pour ce point-là. Je ferai suivre en même temps que passera celui-là ce document qui est que Marie-Agnès m'a demandé de signer sur la présence et la délibération du dernier conseil municipal. Donc nous allons passer au dernier point de l'ordre du jour, donc le point sur le conseil communautaire de Montélimar-Agglomération du 16 juillet 2020. Donc je vous ai fait parvenir ce qui était en ma disposition au moment où j'ai fait les convocations. Moi, je recherche le document. Je vais pas me laisser. Donc vous avez reçu un compte rendu, le PV est sorti aujourd'hui, donc je vous enverrai le lien, mais il doit être sur le site de Montélimar-Agglo. Donc par rapport au dernier compte rendu, dernier conseil communautaire, premier conseil communautaire qui a duré donc de 17h jusqu'à 23h30. C'était un peu long. Donc le maire Montélimar a été élu sans surprise président. Je vous laisse regarder la liste des vice-présidents. Vous n'avez pas manqué de remarquer que Marsanne n'est pas dans la liste des vice-présidents. Donc c'était quelque chose sur lequel j'étais au courant depuis la veille seulement. L'idée c'était de dire qu'il fallait faire tourner, puisque effectivement les gens, enfin, le maire de Roignac, la maire de Savas, etc. n'était pas vice-présidente l'année dernière, donc c'était une des volontés de Julien Cornillet de faire comme ça. C'était également une volonté de féminiser l'exécutif, donc ça je pense qu'il a réussi. Moi j'avais quand même 2-3 objections que vous avez pu lire dans la presse cette semaine, notamment. C'est que je ne comprends toujours pas pourquoi il y a 3 vice-présidents qui sont élus du conseil municipal de Montélimar, donc ça je lui en ai fait part. Je pensais que moi... Je pense qu'un maire est toujours plus important qu'un conseiller municipal dans une grande ville, même si c'est le maire d'une petite ville. Voilà, c'était la première observation que je voulais faire. La deuxième observation à faire, c'est qu'il était parti sur une représentation féminine et une représentation des minorités. Donc je ne sais pas ce qu'il a voulu dire par là. J'ai fait la blague plusieurs fois, donc je vais le refaire devant vous, parce que je me suis présenté comme la minorité des gens de plus de 2,05 m, mais apparemment ça ne marchait pas pour lui. Donc voilà. Ce qui ne veut pas dire aujourd'hui que Marsanne est mis de côté, ce qui ne veut pas dire que je ne travaillerai pas avec l'agglomération, puisqu'on a un conseil communautaire donc, le 29 à 18h30 pour ceux qui veulent venir, le prochain. Dans lesquels seront mis en place des délégations. Moi, je me suis clairement mis à disposition de l'agglo, notamment sur des sujets qui me tiennent à cœur, qui sont la communication, mais il n'y aura pas de délégation à la communication, mais en tout cas, j'aiderai l'agglo à travailler sur cette communication, que moi j'estime insuffisante, mais également sur la partie tourisme. Voilà, parce que je pense qu'on a un rôle à jouer là-dedans. Puisqu'on est titulaire d'un office de tourisme, qu'on sait qu'il y a eu 2-3 tensions en début d'année
sur cet office de tourisme. Donc voilà, je me suis positionné là-dessus. Et je dois rencontrer dans les prochains jours Monsieur le Président Julien Cormier. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à discuter avec moi à ce sujet. Monsieur Henry. Vas-y, je t'en prie. Oui, donc les commissions en fait, sont ouvertes à tous. Alors il y a 8 commissions qui sont sorties cet après-midi. Alors j'ai pas trop le temps de regarder parce qu'ils m'ont envoyé à 18 h. Il y a 8 commissions, donc ils sont ouverts à tous les conseils municipaux. Donc effectivement, vous serez amenés à siéger pour ceux qui veulent. Donc là, on va les valider au prochain conseil communautaire. Et pour le prochain conseil communautaire, il faudra donner les noms. Voilà. Et il y en a 8. Voilà. Est-ce que vous voulez que je vous donne la liste? Oui, je peux bien. On centralise le temps de chercher. On centralise les demandes auprès du secrétariat. Comment on fait pour être candidat? Non, alors là, c'est que le conseil municipal. Hein. C'est que le Oui, conseil mais pour le conseil municipal. Oui, oui, on fera un mail, je pense. Ce sera plus simple. Création de commission, je crois pas. Je les ai. Donc il y aura 8 commissions permanentes, alors qui pourraient être les suivantes, parce qu'il faut évidemment que ça arrive au vote, mais bon, on peut estimer que c'est les bonnes. Démocratie locale et lien entre les communes. La deuxième, ce sera développement. La troisième, aménagement. La quatrième, environnement. La cinquième, famille. La sixième, sport, au pluriel. La septième, culture. Et la huitième, ressources et moyens. Voilà. Pour l'instant, je peux vous dire que ça. La suite, ça sera pour ceux qui peuvent venir le 29 à 18h30. Alors, il y a un énorme ordre du jour, donc il y a de quoi s'amuser. Il y a 53 points lors du jour. Et ben, il y a tout le budget à rattraper, plus les délégations, plus les représentants à tous les syndicats à lesquels les Marélo fait partie. Voilà, d'autres questions sur ce sujet? Non, enfin juste, je tenais à spécifier que c'est une vraie déception qu'on n'ait pas de siège à l'aglo. J'imagine que ça ne te réjouit pas non plus. Et on te fait confiance pour faire valoir la parole et en tout cas le village de Marsanne, enfin la commune de Marsanne auprès de l'aglo. Parce que c'est impressionnant, on a quand même l'office de tourisme ici et on est peu représenté, même si tous nos voisins sont là et je ne m'inquiète pas sur les bonnes relations que tu as avec nos voisins. Mais c'est sûr que c'est toujours valorisant pour notre commune que d'avoir un siège à l'aglo. C'est ce qui est plus cas. Après, le président m'a dit que s'il n'y avait pas de travail de la part des vice-présidents, il y aurait des changements en cours de mandat, ce que je demande à voir, puisque ça me semble très compliqué à mettre en place. On en avait discuté avec Bernadette, et ça me semble très compliqué à mettre en place. Le deuxième point, c'est que je pense qu'on a assez reproché sur l'ancienne mandature les vice-présidents d'être à la botte du président. Donc il y a aussi une possibilité pour Marsanne de dire que voilà, on reste indépendant et puis qu'on fait aussi, on avancera avec l'aglo, mais pas n'importe comment. Ok. Ben, ceci étant dit, c'est vrai que c'est intéressant aussi d'avoir son indépendance, même si pour le coup on l'a subi tout ce temps. Oui. Autant comme ça. Après, il y a 26 communes, bientôt 27, d'après ce que j'ai compris. Depuis Saint-Martin a fait sa demande. Et il n'y a que 15 vice-présidents. Donc voilà, au bout d'un moment, des gens comme Valérie Arnavon étaient au bureau l'année dernière, des gens comme la maire de Savas étaient au bureau l'année dernière, des gens comme Sol n'étaient même pas au bureau l'année dernière. Enfin voilà, il faut quand même, quelque part, un peu de changement. Oui. L'ordre du jour est épuisé. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Moi, Monsieur Chambol?
Juste une question concernant le 15 août. Donc j'ai vu la note où Oui. il n'y aura pas de buvette, pas de bal. Mais est-ce que c'est quand même prudent même de maintenir cette manifestation, compte tenu quand on voit que actuellement ça s'annule ce genre de manif un petit peu à droite à gauche, que les brocantes a priori un peu partout sont annulées. Ils ont annulé la foire aux oignons à Tournon, et compte tenu du brassage de population qu'on risque d'avoir, justement parce que vu le peu de brocantes qui semble rester sur le territoire maintenant, on risque d'avoir un gros déplacement de population, et la distanciation ne va pas y être. Parce que bon, même si tout le monde a le masque, on va quand même être serré. Ah, si tout le monde a le masque, il n'y a plus de problème de distanciation. Ils ont publié à nouveau une espèce de pense-bête où, même avec le masque, ils préconisent, c'est le gouvernement qui... Non, enfin, on va pas refaire la loi sur le truc, mais le gouvernement dit si vous n'êtes pas capable de tenir la distanciation, mettez un masque. C'est ça leur indication. Sur la brocante, je ne suis pas tout à fait d'accord sur les annulations. Je pense qu'il y en a régulièrement. Je parle vraiment que des brocantes, hein, pas des fêtes de village. Vous avez vu mon courrier, puisque je vous l'avais envoyé, que j'avais fait à Virginie. La préfecture nous imposait en fait de travailler avec le village comme si c'était un espace fermé. Et alors c'est-à-dire qu'il fallait filtrer les entrées, filtrer les sorties, faire un comptage. Bon, déjà en termes de moyens humains, c'était très compliqué de mettre en place. Moi je pense que sur la brocante, si c'est une journée sans animation autre que les bars et restaurants, je pense qu'on peut tout à fait tenir nos engagements par rapport aux gestes barrières, et notamment par l'implication des élus qui devront être présents à ce moment-là pour, entre guillemets, servir de police sanitaire au milieu de la foule. Voilà. Après, il faut aussi qu'on puisse avancer. J'ai annulé avec concertation, puis bon, on en avait déjà discuté ensemble il y a un petit moment. Vous avez dit que si jamais je sentais que ça n'allait pas le faire, je ne serais pas annulé. Ce que j'ai fait, je pense qu'il faut quand même laisser la brocante. Je pense que la brocante, comme on l'a appelé, brocante masquée, c'est quand même, je pense que c'est quand même quelque chose qui peut se faire et qui est pas mal quoi, pour l'économie locale. Voilà. Ah oui, c'est sûr. Donc en fait, ça veut dire que, hormis les commerces locaux, c'est-à-dire les restaurants, oui. Il n'y aura pas de camionnettes, Il n'y aura pas de... Alors il y aura des manèges qui sont autorisés. Mais pas, par exemple, de pizza, de camionnettes. Non, il n'y aura pas de buvette. Il y aura buvette, où il y aura le pizzaiolo, je crois qu'il vient pour le 15 août, le camion pizza. Et il y aura pas, on n'a pas le droit de faire un... Donc ça sera que de l'emporter. Et on n'a pas le droit de faire un service comme on fait avec les éco-cups, par exemple. Ça, on n'a plus le droit, on n'a pas le droit cette année. Donc du coup, ça a imposé de faire un service à table avec du vrai verre, etc. Donc c'était pas gérable. Donc je préfère que les hôtels, enfin que les bars utilisent leur droit d'extension de terrasse qu'on leur a accordé au début de l'été pour prendre un peu plus de place et qui servent les gens avec des vrais verres, avec les conditions sanitaires avec lesquelles ils travaillent aujourd'hui. Voilà. Nous, on s'occupe vraiment que de la brocante. Concernant la brocante, Madame d'Orgeville travaille sur un écartement des stands, hein, puisqu'il y aura 30% d'exposants en moins. Donc ça va permettre de gagner la place, puisqu'on va gagner en plus la place sur la place Auguste Canon, puisqu'il n'y aura pas de balle, donc il n'y a pas besoin de mobiliser cette place-là. Donc voilà, l'idée c'est aussi que elle veut travailler aussi sur un sens de circulation. Je pense que, piéton, je veux dire, je ne pense pas que ce soit vraiment une bonne idée, et surtout difficile tenable. Je pense plutôt, moi, comment je le vois, c'est-à-dire qu'on essaie de s'impliquer à une dizaine de personnes en permanence qui tournent et qui rappellent les gestes barrières. Après, ça reste une brocante, donc c'est difficile de parler de gestes barrières quand vous allez acheter un livre d'occasion. Enfin voilà, c'est toujours pareil. Donc je pense qu'il faut maintenir ce brocante. Mais c'est pareil, on en a discuté avec Virginie. Elle n'encaisse pas les chèques, et si jamais on sent que d'ici 15 jours, on ne peut plus le faire, on n'hésitera pas à annuler, c'est pas un problème. Parce que bon, la situation après... Oui, on est au courant là-dessus. Positif.
selon les régions. L'idée, c'est que les gens aient leur masque. Oui, et c'est là où ça va être compliqué, effectivement, d'arriver à... Parce que je crois qu'il y a 7 entrées au total, si je ne me trompe pas. J'entends pas en fait. Je crois qu'il y a 7 accès possibles, si je ne me trompe pas, sur le... Alors, sur la brocante, c'est pour ça qu'on a aussi la brocante, il n'y a pas de directive sur la brocante. Alors qu'il y en avait sur la fête du village. C'est-à-dire l'ensemble manège, boissons, nourriture, bal, etc. Ça devenait une fête de village. Et en fait, tu vas imposer le port du masque pour la brocante. Je ne peux pas l'imposer, mais On va y veiller. on le demande. On y veillera, on fera la place. Ouais, non, parce qu'en fait, c'est vrai que moi je pense. Enfin, Virginie l'a imposé, donc le comité de FAP l'impose aux exposants déjà. D'accord, donc on peut avoir des gens qui viennent, qui ne portent pas le masque, et malheureusement on ne peut rien faire. Quoi. On leur Et proposera je des dis masques. bien malheureusement, hein, j'en veux à personne dans cette affaire, quoi, mais c'est vrai que c'est. Je pense que nous, on aura des masques à proposer aux gens qui n'en ont pas. Voilà. Ok. Ouais, donc effectivement, c'est pas. Pour les... Je parle auprès de la mairie, par rapport au... Tout à l'heure, on discutait de dossiers, que vous essayez de récupérer le maximum d'aide. Donc je pense qu'on a un hôtel de ville qui est important sur notre commune. Je pense qu'il y a eu des dossiers, c'est passé à travers, on a eu des aides, je pense, passé un moment. Ça s'est perdu, Subvention, vous voulez? les subventions. Il y avait je un pense. projet en tout début de mandature. On parle de quoi là? De la rénovation pour la mairie. rénovation de. Oui, ça a été L'hôtel de perdu. ville de, oui, Marsal, En voilà. fait, l'aide avait été mobilisée, mais n'a pas été utilisée. Voilà. Donc, je pense qu'il faudrait penser un petit peu à notre hôtel de ville qui est quand même un cachet pour Marsal. Je sais que c'est pas prévu, mais bon, jour ou autre, il faut penser un petit peu des rénovations. Vous l'aviez mis dans votre programme, est-ce que vous aviez avancé plus que ça, ou c'était une idée que vous aviez... Alors, de mémoire, pour répondre à cette. Vas-y, Non, nous, on l'avait mis en fait pour les travaux d'urgence un petit peu, Ouais. parce que Je sais, ça tombe un petit peu sur l'extérieur. Là. Et on avait également mis pour l'accès handicapé à l'intérieur, où là on est hors normes, sont obligatoires. Et donc ce qu'on avait envisagé sans avoir fait de devis, hein, c'était, parce qu'un ascenseur ça coûte horriblement cher, mais mettre le même système qu'il y a à la maison de retraite, le petit élévateur qu'ils ont pour les... Le long de l'escalier? Oui, Ouais. non, mais ils sont pas pour une hauteur. Je crois que c'est limité à une hauteur. Ah, je pense qu'au niveau d'un étage, c'est jouable. Mais bon, c'est après, faut... Moi, je veux bien qu'on travaille dessus, j'ai aucun problème. Après, voilà, je pense que tu dois le voir en haut, tu vois qu'il fait très chaud, je pense. Ici. Ah ben, je le vois, oui. Après 10 kilos. C'est pas que des coups de peinture qu'il faut le réaliser, c'est des chiffres, bon, c'est énorme, mais bon, je pense qu'il faut y peindre. Ouais. Alors, c'est 1 million, effectivement, si on fait tout en même temps. Il y a- 1 million. 1 million d'euros de travaux. Mais tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait eu ce projet qui avait été fait en début de mandature précédente, qui avait eu un budget qui avait été alloué ou pas du tout? Ah, pas du tout. En fait, D'accord, ok, d'accord. ça passait pas du tout. Il y En avait- fait, le débarquement était partant. mais il fallait financer, je crois, 500 000 euros pour la Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils ne financent jamais 100%. Ouais, ok, d'accord. C'est impossible. Enfin, on n'avait pas la capacité financière, donc on a stoppé complètement le. Parce que sur des gros projets, évidemment, le reste à charge, il Et- reste proportionnellement plus important. Donc, Et pour revenir au début de la discussion, ce que disait Philippe, c'est effectivement, il nous avait été ramené que parfois il y avait des trucs qui pouvaient tomber ou qu'il y avait un peu potentiellement un risque pour les gens. Et c'était de là qu'était née un peu cette idée de se dire qu'est-ce qu'on peut faire à l'hôtel de ville. Alors moi, enfin voilà, vous êtes peut-être plus au courant que moi et ça vaut le coup de se dire est-ce que ce bâtiment est dangereux pour les passants, quoi. Non. Moi, j'en avais pas entendu. moi, j'ai demandé à 2 entreprises de venir voir le balcon. Hein, Il y a des pierres de taille qui se détachaient. Et alors, qu'est-ce qu'elle dit? Ben, Du bâtiment, il faut. Bon, Ah, ils sont pas venus encore. D'accord. Donc ça peut. Il faut... ok, d'accord. Non, on est dans la psychose. mais- Non, non, ça peut Alors, faire partie. Après, de on a eu, il y a eu modification. la mairie a subi de plein fouet le tremblement. séisme. Et du coup, il y a eu un remboursement de l'assurance sur ce dossier-là.
pour lequel on va l'utiliser pour sécuriser notamment le balcon, parce que je pense que c'est ça le plus... Bon, à mon avis, enfin, vu de l'extérieur, je ne connais rien, mais je fais attention quand je ferme la porte, quoi. Pour ne pas apparaître en une de dossier délibéré sur un fait divers malheureux. On ne le souhaite pas, Je veux bien qu'on travaille sur ce projet, si vous êtes d'accord, je pense que c'est un projet intéressant, on en a énormément, mais si vous êtes d'accord pour travailler avec nous sur ce projet, je veux bien qu'on avance. Parce que je pense qu'effectivement, sur ce bâtiment, il y a déjà, je pense, une esthétique intérieure à revoir. Je pense que les salles ont été faites les unes après les autres, et du coup, il n'y a pas vraiment d'unité dans le truc. Je pense qu'il y a une mise en valeur du hall à faire qui n'est pas assez exploitée. Et puis il y a surtout peut-être un classement au niveau historique à faire, parce qu'il ne faut pas oublier que cette mairie a été offerte par les Montluisans, a été financée par les Montluisans au moment où ils ont fait l'extension du château, puisqu'on voit effectivement que c'est la même architecture. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus, ça peut être intéressant. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? D'autres choses? Eh bien, si personne n'a plus rien à dire, je vais clore ce conseil municipal du jeudi 23 juillet 2020 à 22h19. Merci à tous pour le travail. Encore merci pour ceux qui ont travaillé sur la finance. Merci au public qui est venu nombreux, qui a été intéressé, je pense. Et le prochain conseil municipal aura lieu début septembre. On va voir la date ensemble, je vous enverrai un mail voir un peu par rapport aux disponibilités de chacun. Et puis je vous souhaite un beau mois d'août. Je compte sur vous pour le 15 août, pour ceux qui sont là, pour filer un coup de main. Et évidemment, le travail municipal continue. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, et puis n'hésitez pas à prendre votre part de travail aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci.